Bonjour, je suis Clémentine et je vous accueille sur le premier podcast qui vous parle de maternité autrement. Vous entendrez ici des femmes qui vous raconteront leur expérience de mère, sans filtre et sans compromis. Grâce à leurs récits, vous serez, je l'espère, rassurés, émerveillés, réconfortés et déculpabilisés. Bienvenue dans le merveilleux monde d'une maternité décomplexée. Bienvenue chez Bliss. J'ai commencé par ouvrir son livre « Aller-retour pour un bébé » sans trop savoir ce que j'allais y trouver. Une histoire de quadra qui a laissé filer les années, un revival à la Jean-Jacques Goldman qui raconterait cette fille qui a fait un bébé toute seule. Déjà, ça me tentait bien, mais j'étais loin d'imaginer dans quelle odyssée j'allais être embarquée. Ce livre, c'est la vie d'Audrey depuis 2013, celle d'une femme qui cumule les histoires d'amour passionnelles avec des hommes déjà pères et comprend vite qu'elle ne devra compter que sur elle-même pour être certaine d'accéder un jour à sa maternité rêvée. Alors très vite, elle saute le pas et s'achète quelques années de sérénité en faisant vitrifier ses ovocytes à Barcelone. Audrey raconte l'espèce de double vie que cette décision implique, la logistique militaire qui va avec, puis son cœur qui se brise, le sablier qui s'écoule, et petit à petit la perspective de vouloir faire famille autrement, en solo. On le sait, quand le désir d'enfant est plus fort que tout, les femmes sont capables de digérer des ruptures, traverser des frontières, supporter des injections, encaisser la fatigue et faire preuve d'une résilience infinie. Audrey a vécu tout ça, et bien plus encore, toujours avec son sourire immense, ses yeux d'amoureuse et son instinct maternel chevillé au corps. Dans cet épisode, elle vous racontera son parcours de marathonienne, l'envers du décor de la PMA en Espagne et les montagnes russes qui vont avec. Alors je vous laisse plonger dans cette histoire incroyable, au cours de laquelle vous découvrirez sans doute des chiffres édifiants et des techniques qui font réfléchir, mais qui prouvent, comme le dit si bien la lumineuse Audrey, que tout le monde a droit à sa place au soleil. Bonjour Audrey. Bonjour Clémentine. Je suis contente que tu sois là. Et moi je suis contente d'être là. Parce que tu m'as accompagnée dans le train ces derniers temps. J'ai lu ton livre avec beaucoup d'émotion et d'avidité. C'est un page-turner, comme on dit, ton livre. Voilà, qui est sorti il y a quoi ? Il y a 2 semaines. Deux semaines, ouais, c'est ça. On est copines de tête de gondole, c'est ça ? Voilà, exactement. Donc voilà, ce livre Aller-retour pour un bébé qui raconte ton histoire. Je suis très contente d'entendre ta voix qui va la raconter. Alors, est-ce que tu peux déjà te présenter, s'il te plaît ? Me donner ton nom, ton prénom, ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Audrey Page, j'ai 42 ans, je suis parisienne. Dans la vie, je fais du marketing pour un grand groupe, mais aujourd'hui, je suis là pour vous parler de mon livre, donc je suis aussi un peu écrivaine. Mais oui. Voilà. Et ma famille, elle est composée de ma fille, Georgia, de moi. Et puis, en fait, moi, je considère que la famille de cœur, c'est aussi ma famille, surtout ma famille. Donc, évidemment, il y a ma famille, il y a ma mère, il y a mes cousines, puisque j'ai plus mon père, et puis mes amis. En fait, moi, je vis beaucoup avec mes amis. Ouais. Et ça, on le sent aussi beaucoup dans ton livre. La famille, c'est ta famille de cœur, quoi. Voilà, la famille que tu as choisie. Exactement. Bon, alors, tu vas nous raconter toute cette épopée. On va essayer de dérouler ce fil qui a occupé ta vie pendant de longues années, jusqu'à la naissance de Georgia. Si tu devais remonter un maximum d'années en arrière, tu dirais que ton instinct maternel, ton envie d'être maman, elle est arrivée quand ? Elle est arrivée tard, mon envie d'être maman. En fait, moi, j'étais très, très heureuse de faire des études. J'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu à l'étranger. J'ai beaucoup voyagé à sac à dos et j'adorais ça. Donc, moi, vraiment, l'envie d'avoir un enfant, je savais que j'aurais un enfant, mais vraiment pas tout de suite. C'était pas du tout dans mes projets avant au moins 30 ans. Si ce n'est plus. Et parfois, j'écoutais mes amies quand j'avais 20-25 ans qui me disaient qu'elles voulaient avoir un enfant, qu'elles cherchaient le père de leurs enfants et tout. Alors, mais pas du tout. Moi, je cherchais plutôt le prochain pays à découvrir. Ouais. Voilà. Et en fait, cette envie, elle est arrivée d'une façon extrêmement rapide, presque violente, mais dans le bon sens du terme, quand j'ai démarré une relation avec un homme qui avait déjà des enfants, qui en avait 3. Et j'ai su que j'en aurais, et j'ai su que je ne m'assoirais jamais sur ce rêve. Mais vraiment en 1 heure.
Ah ouais. Ça a été soudain comme ça, Ça a immédiat, été- évident. Évident. Et Donc, t'es devenue la belle-mère. voilà, je suis devenue la belle-mère. Sincèrement, ça s'est fait avec une facilité, une rapidité, une douceur incroyable. Tant mieux. Mm. C'est génial quand ça se passe comme ça. Ah, ben c'est génial. Mais c'est si bien que à la fin de la semaine où ces enfants étaient chez leur maman, je me souviens, moi, ils me manquaient. J'avais qu'une envie, c'était qu'ils reviennent. Ouais. Et leur papa me disait, mais pourquoi ils te manquent autant? Profite. Genre, Profitons. moi, je disais, mais ils me manquent. J'ai envie qu'on soit vendredi. J'ai envie de les retrouver. Et donc, avec cet homme, vous avez, et ces 3 enfants, vous aviez une vraie vie de famille. Oui, famille recomposée. Famille recomposée, ouais. Comme plein de familles. Bien sûr, ouais. Vous êtes restés combien de temps ensemble? Alors, on n'est resté pas longtemps, on est resté 2 ans ensemble, ce qui est très peu. Et, ce qui est très peu, c'est-à-dire, mais suffisamment de temps pour que je m'attache énormément à ses enfants et à lui et à tout son univers, évidemment. C'est d'un seul coup, toute ma vie, c'était ce rythme d'une semaine sur 2, les vacances scolaires, voilà, tout ce qu'on ne connaît pas du tout tant qu'on n'est pas parent. Bien sûr. Bah oui, tu as découvert un nouvel univers, quoi. Mm. Et alors, est-ce que, du coup, en découvrant cet homme déjà père, est-ce que le voir, justement, se comporter avec ses enfants, c'est quelque chose qui t'a fait réfléchir? Est-ce que tu t'es dit que tu aurais peut-être envie, toi aussi, d'avoir un enfant de lui? Ah oui. Oui, bien sûr, ça m'a beaucoup séduite. Donc voilà, je trouvais ça merveilleux. Mais au-delà de la figure de père, etc., je trouvais que la vie de famille était merveilleuse. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un repas en silence, il n'y avait pas un repas où il n'y avait pas quelque chose qui tombait par terre, il n'y avait pas un repas où on n'éclatait pas de rire. Voilà, et en fait, ça, c'était génial. Moi, je trouvais ça génial. On rigolait beaucoup. On a beaucoup voyagé aussi. Et, en famille? En famille, ouais. Comment vous en avez parlé avec cet homme, donc qui s'appelle dans le livre en tout cas Nicolas? Comment vous avez abordé le sujet? Est-ce que lui, il était ouvert Il n'était pas très ouvert, mais en même temps, il savait que pour moi, c'était un impondérable. C'est-à-dire que dès le début, dès qu'on a commencé à s'attacher l'un à l'autre, c'est-à-dire très très vite, moi je lui ai dit, tu sais, moi j'ai pas d'enfants et toi t'en as 3, je comprendrais que tu n'en veuilles pas d'autres. En revanche, dis-le moi maintenant, on se séparera, on sera hyper triste, mais finalement, ça fait pas très longtemps qu'on est ensemble, donc on s'en remettra assez vite. Et en fait, il m'a fait cette réponse que je n'ai compris que beaucoup plus tard, qui était, en fait, quand on se sépare jeune, on sait que, ce qui était son cas, puisqu'il s'est séparé à petite quarantaine, on sait qu'il y aura d'autres enfants dans sa vie, soit d'autres à soi, soit ceux d'un autre. Pas d'une autre, ceux d'un autre. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et entre les deux, mon choix est clair. D'accord. Et moi, j'ai pris ça comme un signe positif pour moi. J'ai compris qu'il avait besoin de temps, mais que quelque part, par défaut, sans doute, il était d'accord. Et en fait, je crois que rétrospectivement, je pense qu'il avait beaucoup besoin de temps et qu'il n'était pas du tout dans cette démarche. Et c'est vrai que moi, le temps passait. Et toi, t'avais quel âge à l'époque? J'avais 33 ans, donc j'étais encore pas très vieille, mais j'avais envie. Et puis surtout, ses enfants à lui, commençaient à réclamer. Ah ouais? Bah oui, parce que ça se passait bien, etc. Et toi, quand il t'a dit ça, est-ce que tu t'es mis une deadline? Est-ce que tu lui as laissé un temps imparti au-delà duquel toi tu ne pourrais pas tenir? J'ai essayé, j'ai vu que ça marchait pas du tout en fait de mettre une deadline. J'ai essayé une fois, j'ai vu que c'était pas du tout une bonne idée parce que je lui ai dit. Ah bah oui. Voilà, donc il fallait pas le dire en fait. Ah bah non, c'est pour ça que je parlais d'une deadline intérieure. Non. Et en fait, le fait de l'avoir verbalisé, je pense que ça a mis une pression supplémentaire. Ouais. Et que finalement, lui il m'a dit laisse-moi du temps. Et en fait, un matin, il s'est réveillé en me disant en fait, je peux pas. En fait, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre et tu vas fonder une famille, mais moi, je peux pas. Je crois que je veux pas d'autres enfants. Voilà. Et ça, c'était après 2 ans de relation. Ouais. Si c'était à refaire, je pense que c'était, à mon avis, pas nécessaire de le mettre sous pression. Mais après, on peut pas refaire sur l'histoire. Le moment, ouais. Voilà. Et puis, je pense que c'est quelque chose qui tient tellement aux tripes. L'idée de la maternité était quasiment omniprésente. Et je pense que c'est vrai que pour un homme qui a déjà des enfants, c'est très compliqué à gérer d'avoir une femme un peu plus jeune. On n'avait pas non plus énormément d'écart. On avait 12 ans d'écart. C'est pas colossal, mais c'est significatif. Bien sûr. Je pense que lui, c'était trop de pression, en fait. Ouais. Et
c'est vrai qu'en me rendant ma liberté, il a également repris la sienne. Et alors toi, comment t'as accusé le coup là, après cette annonce fracassante, parce qu'il n'y avait pas eu vraiment de signe avant-coureur? Je l'ai extrêmement mal vécu. Mais c'est-à-dire que je suis allée tout au fond de la piscine, comme on dit, mais tout au fond. Et le fond, chez moi, ça peut être assez incroyable. J'ai beaucoup maigri. Je pleurais tout le temps. Je pense que j'étais insupportable, notamment pour les gens avec lesquels je travaillais. Je pense que ça devait être terrible. Tu es devenue l'ombre de toi-même. Ouais. Et ça a duré combien de temps, cette période? Ça a duré vraiment l'ombre de moi-même. Ça a bien duré 4 mois. Ouais. 4 mois en mode totalement serpillière. C'est hyper long. C'est hyper long. Maintenant, j'en rigole, mais j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Mais je crois que les gens qui ont vécu des ruptures qui ont fait très mal, ils se reconnaissent tous là-dedans. Une rupture, moi je crois qu'on peut mourir d'amour. Je suis convaincue qu'on peut mourir d'amour. Moi j'ai vu le moment où j'allais mourir et d'ailleurs je mangeais plus, je dormais plus et ça c'est vraiment des signes cliniques de mort. Tu te laissais complètement aller, quoi. Voilà. Mais j'ai mis du temps à me remettre de cette histoire avec Nicolas. J'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis plusieurs années à vraiment faire le deuil de cette histoire. Ouais, rentrer dans une neutralité, on va dire. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors, quand j'ai repris mes esprits, très vite, je suis rentrée en mode action. Donc, je ne sais plus comment, je suis tombée sur un article sur Internet sur la congélation d'ovocytes, la vitrification d'ovocytes. À l'époque, personne n'en parlait. Il faut replacer ça janvier 2013. En France, on n'en parlait absolument pas. Et je ne sais pas par quel miracle, je suis tombée sur un article qui parlait de la vitrification d'ovocytes à Barcelone. Parce qu'en terminant cette relation avec Nicolas, pour toi, c'était aussi, du coup, décaler ton envie urgente de maternité, là, qui s'était réveillée. Est-ce que l'urgence, c'était de retrouver un mec pour construire une famille avec un homme qui n'aurait pas d'enfant, peut-être? C'était quoi ton ton plan d'attaque? En fait, j'étais incapable de retrouver quelqu'un. C'est pas que j'avais pas de sollicitation, j'étais incapable. J'étais trop triste. Donc je pouvais avoir des petites amourettes, etc. Mais vraiment, reconstruire une histoire, c'était pas possible. J'y arrivais pas, j'étais anesthésiée. En revanche, j'étais suffisamment lucide pour savoir que l'horloge biologique continuait de tourner et qu'il fallait que je m'active sérieusement. Et en France, personne n'était capable de me proposer une alternative. Personne. Parce que tu en as parlé du coup à des médecins, à des amis, à des... Je sais pas... j'ai commencé à regarder avec qui tu as commencé à échanger? J'ai commencé à regarder sur Internet. J'ai vu qu'en France, personne ne m'aiderait. En fait, à l'époque, on n'entendait parler que d'une seule clinique à Barcelone. Il n'y en avait qu'une seule qui faisait de la pub sur Google. Ouais, c'est ça. Pour donc faire vitrifier tes ovocytes. Oui. Et les conserver jusqu'à ce que tu rencontres quelqu'un et que vous fassiez un enfant ensemble. Exactement. Tu en as parlé à des gens en France, à des copains, à des copines, à des médecins? Les médecins, en fait, j'en ai parlé à mon gynéco, qui me connaissait depuis 10 ans, en lui disant « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et il m'a tout de suite envoyé bouler en me disant « Écoutez, pour l'instant, votre réserve ovarienne, elle va très bien. Donc, vous feriez mieux de vous trouver un mec plutôt que de penser aux cliniques à Barcelone. » Donc, en gros, c'était une fin de non-recevoir. Et ça, pour le coup, ça ne t'a pas, tu n'as pas dévié de toi, ta certitude, ta conviction, qui était que malgré toutes les prédictions de tout le monde, en attendant, l'horloge tournait et pour toi, c'était important de le faire, cette congélation. Pourquoi? Qu'est-ce que ça apaisait en toi? Qu'est-ce que tu t'achetais aussi en faisant ça? Je me disais que je m'achetais du temps et de la sérénité, sérénité sentimentale. Mais surtout du temps. Je me disais que j'allais pouvoir prendre le temps de rencontrer un Nicolas numéro 2. C'est ça. Tout simplement. Je me disais, je vais vitrifier mes ovocytes et puis il va se passer du temps, je vais me remettre de cette histoire, je vais rencontrer un amoureux, on va tomber super amoureux, ça va être extraordinaire. Et puis voilà. Et en temps voulu, je ressortirai mes ovocytes du congélo et donc mes ovocytes auront l'âge... Voilà. Du moment où je les ai congelés, quoi. En fait, ce qui est merveilleux avec la vitrification d'ovocytes, c'est pour ça que je pense qu'il faut en parler, parce que c'est important, c'est que quand on congèle, c'est quand on vitrifie ses ovocytes, par exemple à 30 ans,
Si on les dévitrifie pour en faire des embryons à 40 ans, les ovocytes ont toujours 30 ans. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est extrêmement précieux. Il y a des chiffres qu'on ne communique pas en France alors qu'on les connaît. C'est ça qui est incroyable. À 35 ans, il y a 50% des ovocytes qui présentent une anomalie génétique. Donc ça veut dire que concrètement, un ovocyte sur deux, un ovocyte, ça va donner lieu à un ovule. Un ovocyte sur deux ne pourra pas donner un bébé sain. Enfin, quand je dis sain, c'est-à-dire viable, etc. Parce que généralement, les ovocytes qui présentent une anomalie génétique ne donnent pas lieu à une grossesse, tout simplement. Ouais. Ils sont éliminés. Ils sont éliminés, naturellement. ou alors c'est une fausse couche. Et bon, dans des cas extrêmes, malheureusement, c'est un enfant handicapé. Mais voilà. En tout cas, la plupart du temps, en fait, soit ça ne donne pas lieu à un embryon, soit ça ne donne pas lieu à une grossesse, tout simplement. C'est énorme, 1 sur 2. 1 sur 2 à 35 ans. 35 ans, c'est jeune. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tomber enceinte à 35 ans. Ça veut juste dire qu'il y a 1 sur 2 qui présente une anomalie génétique. C'est tout ce que ça veut dire. Et à 40 ans, c'est 70% qui présentent une anomalie génétique. Et à 43 ans, c'est 90%. Oh là là. Voilà. Et en fait, ces chiffres, c'est incroyable parce que les scientifiques les connaissent. Il y a eu plein d'études qui ont été faites et qui disent toutes la même chose. Mais je ne sais pas pourquoi on ne les communique pas au grand public. Parce que ça fait flipper. Oui, c'est vrai que c'est anxiogène, mais en même temps, si on les communiquait, je pense que les femmes, du coup, sauraient mieux à quoi s'attendre. Ouais, et prendraient après, leur disposition. Elles font ce qu'elles veulent. Si elles n'ont pas envie de congeler, etc., elles ne congèlent pas. Si elles ont envie, elles le font, mais au moins elles connaissent la situation. Ouais. Et dans l'idéal, elles pourraient avoir la possibilité de le faire au coin de la rue, quoi. Exactement. Exactement. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en France, on peut congeler son sperme quand on est un homme, mais on ne peut pas congeler ses ovocytes. C'est fou, quoi. Dingue. Pourquoi ? Sachant que dans la population, les êtres humains qui ont un couperet sont les femmes. Hein. Les hommes ont quand même beaucoup moins de couperets que les femmes. C'est ça, c'est pas du tout cohérent, quoi. Non. Ça devrait, limite, s'il y avait un sexe à privilégier, ce serait la femme. Bien sûr. Donc toi, tu découvres tout ça sur Internet. Oui. C'est ça, en faisant tes recherches. En essuyant mes larmes. En essuyant tes larmes. Et alors, cette clinique que tu trouves à Barcelone ? Aujourd'hui, il y en a plein, mais à l'époque, il n'y en avait qu'une seule. Donc, je suis allée les rencontrer à Barcelone de visu pour voir si c'est moderne, si ça me parle ou pas. Bien. Ouais, exactement. Et j'arrive dans cette clinique et je vois qu'en fait, c'est hyper moderne. Un souci de confidentialité extrême, c'est-à-dire qu'on ne nous appelle pas par notre nom, mais par notre matricule. On a un matricule pour surtout ne jamais connaître la véritable identité des gens. Voilà. Et je suis très vite très à l'aise dans cette clinique. Du coup, tu envisages de manière très concrète de passer le cap ? Oui, en fait, je rencontre un médecin en entretien qui m'explique bien tout le déroulé et qui me dit, si vous voulez le faire, c'est le moment, vous avez 35 ans, c'est le bon moment, n'attendez pas, c'est le bon moment. Et évidemment, la question que je lui pose, c'est il faut combien d'ovocytes pour m'assurer une naissance ? Et là, personne n'a jamais été capable de me répondre. Ah, ça là-dessus, il reste flou. Il reste flou, ils n'ont même pas de statistiques, c'est-à-dire qu'il aurait pu me dire, en moyenne, il en faut, 10. Là, il dit rien, il dit, on n'a pas assez de recul. D'accord. Mais allez-y, commencez par faire un bilan et on verra. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer dans les grandes lignes donc en quoi ça consiste la congélation d'ovocytes et par quelles étapes il faut passer, parce que voilà, ça nécessite plusieurs voyages, des prises de sang, des injections. Alors, on fait d'abord un bilan pour voir si tout va bien. Ça, c'est la première étape. Donc un bilan sanguin. Un bilan sanguin, un bilan échographique aussi pour être sûr qu'il n'y a pas de fibrome, etc. Ouais. Et puis après, si tout va bien, on démarre. Et là, ça démarre le premier jour du cycle. On commence à injecter des hormones. Donc, le but de ces injections, c'est de faire proliférer les ovocytes dans les ovaires. Normalement, on a des ovocytes dans les ovaires et on a un ovule par mois qui sort et qui donne lieu ou non à une grossesse. Et quand ce n'est pas le cas, ça se désintègre en règle. Mais voilà. Donc là, l'idée, c'est d'avoir non pas un ovocyte, mais d'en avoir le maximum. Donc, on injecte des hormones et en fait, les ovocytes, qui s'appellent les follicules, tant qu'ils sont encore dans les ovaires, vont se nourrir des hormones. Donc, on injecte. Pendant environ 2 semaines, on injecte des hormones. Alors, au début, si tout va bien, on injecte des doses assez faibles. Quand on est plutôt jeune, plus on vieillit, plus on injecte des fortes doses pour que ça marche, tout simplement. Ces injections, c'est à toi de te les faire toute seule, chez toi ? Oui. D'accord. Exactement. Après, on peut faire appel à une infirmière. Moi, j'ai décidé de me les faire moi-même. Mais pour pouvoir avoir ces injections, il faut avoir un gynéco en France qui prescrive
les hormones. Et oui, c'est ça. Oui, parce que quand on rentre dans ce process de vitrification d'ovocytes, il y a une grosse partie du traitement, des injections qui se fait en France, forcément. Bien sûr. Parce que tu vas pas rester en Espagne tout le long. Donc, la clé, en fait, c'est de trouver, c'est ce que tu expliques dans le livre d'ailleurs, un médecin qui va t'accompagner, c'est ça ? Oui, exactement. Et tu replaces ça... donc là, on était en 2014, puisque le temps que je trouve un médecin, etc., en fait, il n'y avait personne qui voulait me suivre. Parce qu'en France, et c'est toujours le cas, les médecins, ils risquent 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Parce que tu ne fais pas quelque chose qui est légal en France. Une vitrification d'ovocytes, c'est pas légal. C'est un délit. Voilà, c'est un délit et le médecin, il risque d'être radié de l'ordre des médecins. Ce qui est quand même énorme pour lui. Il risque sa carrière pour aider une femme qui s'est fait larguer et qui veut des enfants. Enfin, il faut quand même replacer ça. Bien sûr. Donc évidemment, moi, je ne trouvais pas de médecin et donc j'ai demandé à la clinique de m'envoyer une liste de gynécos qui suivaient leurs patientes parisiennes. Et ils m'ont envoyé 3 gynécos. Il n'y en avait que 3. Donc ça, c'est la clinique espagnole qui te fournit des noms de médecins français. Exactement. Ah là là. D'accord. Et sur les 3, je les appelle tout de suite, évidemment, dès que je reçois... Les 3 sont à Paris ? Les 3 sont à Paris. J'avais bien spécifié que je voulais Paris intramuros. Et il y en a 2 qui ne prennent plus de nouvelles patientes. Tellement ils sont débordés. Voilà, tellement ils sont débordés. Et le 3e médecin est une femme et elle accepte de me recevoir, mais 3 mois plus tard. Donc, je reprends 3 mois dans la vue. Mais tu devais être trop contente à la fois d'avoir trouvé cette femme. J'étais très contente. Quand le jour J arrive, elle me dit qu'elle est prête à me suivre. Mais elle me donne un autre rendez-vous à nouveau 3 mois plus tard. Oh là là. Et là, je me dis, mais à ce train-là, dans 10 ans, on y est encore, quoi. Là où elle était très intelligente et très sympa, elle me dit, vous devriez quand même demander à votre gynéco habituel s'il n'a pas changé d'avis. Et donc, je rappelle mon gynéco, mais avec beaucoup plus d'aplomb, puisque, entre-temps, j'ai trouvé quelqu'un qui, de toute façon, accepte de me suivre. Et je lui dis, écoutez, moi, j'ai trouvé quelqu'un, j'ai trouvé un médecin qui accepte de me suivre, mais vous me connaissez bien, donc je voulais vous dire, parce que je ne veux rien vous cacher, je voulais vous dire que j'allais le faire. Je préférais le faire avec vous, mais si vous n'avez pas changé d'avis, je le ferai avec un autre médecin. Et il me dit, vous avez bien fait de me rappeler, j'ai changé d'avis. Et donc, je suis devenue sa première patiente. Maintenant, il en a plein. Hein. Ah ouais. Maintenant, il en a plein. C'est génial. Hein. Comme quoi, vraiment, elle a bien fait de te faire insister. Bien sûr. Parce que toi, spontanément, t'aurais pas osé. Et il m'avait tellement envoyé bouler que, tu vois, un médecin t'envoie bouler, tu vas pas non plus le supplier. Hein. Du coup, ton gynéco français accepte de te suivre. Et ça voulait dire qu'il pouvait te prescrire les hormones à t'injecter ? Exactement. C'est ça ? En gros, lui, il me donne une ordonnance qui me permet de m'acheter toutes les hormones. Ça commence par des injections, tu disais. Ça commence par des injections le premier jour du cycle. Et ensuite, au bout du 5e jour, on commence un suivi échographique. C'est-à-dire, tous les 2 jours, il faut être contrôlé par une échographie et par une prise de sang pour mesurer une hormone qui s'appelle le stradiol. Et l'idée, c'est d'être sûr de ne pas faire une hyperstimulation, parce qu'on peut mourir d'une hyperstimulation. Alors, c'est très peu fréquent, mais il y a un risque mortel. D'accord. Donc, il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il est urgent que ce soit légal en France, parce que sinon, il y a forcément des patientes qui vont être tentées de le faire sans suivi, parce qu'elles sont pressées par le temps, parce que personne ne veut les suivre, parce qu'elles habitent à la campagne ou je ne sais où et qu'il n'y a pas de gynéco à côté de chez elles. Et en fait, il y a un risque. Donc, c'est pas possible, ça. Bien sûr. Qu'est-ce que tu vérifies du coup à cette échographie ? On vérifie que en fait, il y a bien plein de follicules dans les ovaires, que ça prolifère, que les hormones marchent bien. D'accord. Donc, un follicule va devenir un ovocyte et un ovocyte va devenir normalement un ovule. Okay. Et un ovule va peut-être devenir un embryon quand il est fécondé avec un spermatozoïde. C'est ça. Et donc ça, c'est tous les 2 jours pendant combien de temps ? Ça dure à peu près 2 semaines. D'accord. Tout ça combiné à un rythme professionnel normal. Ouais, c'est-à-dire qu'on découvre, on va dire, les dessous de la PMA, ce dont j'avais jamais entendu parler. C'est-à-dire, il y a des labos qui sont ouverts le week-end, les jours fériés. Le matin très tôt. Le matin très tôt, ça ouvre à 6h30, je crois. Et puis, vous avez les résultats 4 heures après, généralement. Donc, l'idée, c'est de faire une échographie et une prise de sang pour voir si tout va bien.
Généralement, on fait ça le matin avant 9h. Moi, je partais travailler, j'arrivais au bureau après vers 9h. Mais j'avais déjà presque une journée derrière moi. Mais oui, c'est ça. Voilà. Et puis, beaucoup d'émotions, j'imagine, à chaque fois. Du stress, un peu de fatigue, ouais, etc. C'est ça. Et puis, vers midi, je recevais mes résultats que je communiquais tout de suite à la clinique à Barcelone, qui devait me rappeler avant 18h pour me dire ce que je devais m'injecter le soir même. Et parce qu'ils ajustaient, en fait, le dosage à chaque fois en fonction de ce qu'on voit à l'échographie, voilà, c'est exactement. ça. Et puis, ils contrôlent aussi à leur façon. Et puis, il y a un jour où alors, il y a un moment donné où tu dois bloquer l'ovulation, parce que à force de t'injecter des hormones, tu peux ovuler spontanément. Mm-hmm. Donc, il faut faire une autre piqûre encore tous les soirs pour bloquer l'ovulation, ce qui est quand même un peu dingue. C'est-à-dire que ton corps, tu lui envoies à la fois une information de il faut faire proliférer les ovocytes, et en même temps, tu lui envoies une information de il faut bloquer l'ovulation. Ouais, donc, si tu veux, ton corps, il est très malmené, en fait. Hein. C'est vrai. Et physiquement, d'ailleurs, tu ressens quoi, toi Alors, la première fois que j'ai fait une vitrification, moi, je voulais absolument garder ma vie sociale. Ouais. Donc, j'ai continué à sortir, j'ai continué à travailler totalement normalement. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était, parce que je me disais, c'est déjà suffisamment contraignant. Et si en plus, il faut que je me prive de ma vie, ma vraie vie, ça, c'est plus possible, je vais être triste. Mais je me suis rendu compte que c'était quand même un peu chaud, quoi. C'est-à-dire que t'es quand même très, très fatiguée, t'as quand même un petit peu mal au ventre. Voilà, t'es quand même pas tout à fait dans ton état normal, quoi. Bah parce que tu t'injectes des hormones à haute dose, quoi. Oui. Donc les hormones influent aussi sur l'humeur, sur l'état physique, sur tout ça, quoi. Ouais. Donc toi, tu continues, en tout cas pour cette première vitrification, à faire comme si de rien n'était. Je continuais à aller au resto, je continuais à dîner avec des amis. Je me souviens même que j'avais rencontré quelqu'un pendant cette période. Ouais. Évidemment, je lui ai rien dit. J'avais pas commencé à lui parler de mes hormones. L'horreur. Et je me souviens que je m'injectais les hormones dans les toilettes des restaurants. Ouais, parce que c'est à heure fixe. C'est à heure fixe. C'est des situations quand même qui doivent être incroyables à vivre. C'est un peu dingue. C'est un peu dingue. Si tu sors de ton corps et que tu te regardes, tu dois te dire, je sais pas, c'est fou, quoi. C'est un peu fou. J'ai jamais été aussi heureuse d'avoir un peu de gras dans le ventre. Parce que plus tu as du gras et moins ça fait mal. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, tu as des petits bleus partout et ça commence à être un peu douloureux. Donc voilà, en fait, moi, je me suis dit, il faut continuer à mener sa vie pour justement que ça soit moins douloureux psychologiquement. Bon, c'était un parti pris. Maintenant, je ne donnerais pas ça comme conseil. Je donnerais plutôt un conseil de il faut rester bien aligné, il faut prendre soin de soi, il faut, voilà, on peut faire, je pense qu'on peut faire l'effort pendant 2 semaines de mettre un peu sa vie entre parenthèses. Donc, au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que au bout de quelques jours, au bout de 13-14 jours, on envoie les résultats et la clinique dit feu vert, il faut que vous soyez là dans 24 heures, on fait une ponction dans 36 heures. En fait, il faut que vous injectiez une hormone à heure fixe. Donc moi, il m'avait dit à minuit, vous vous injectez telle hormone. Qui bloque l'ovulation, c'est ça ? Qui va la déclencher au contraire. Ah, d'accord. C'est après l'avoir bloqué. Donc pendant plusieurs jours, j'ai bloqué. Ouais. Et puis après, tu dois déclencher ton ovulation et la piqûre fait effet pile 36 heures plus tard. Donc, il ne faut pas se gourer sur l'heure. Donc, moi, il m'avait dit, c'est à minuit. Donc, on vous donne rendez-vous le surlendemain à midi. Donc, tu vois, moi, j'étais au bureau. On m'appelle à 18h, un lundi, je m'en souviens très bien. Et on me dit, voilà, donc vous faites cette piqûre à minuit. Et puis, mercredi à midi, on vous fait la ponction. Sauf que le mercredi à midi, tu as évidemment des réunions, des rendez-vous, des machins. Bien sûr. Donc, moi, je n'ai pas trouvé d'autre solution que de simuler une intoxication alimentaire. Voilà, parce que je ne pouvais pas dire je voudrais poser une journée mercredi. Tu vois, vis-à-vis de tes supérieurs hiérarchiques, c'est un peu bizarre. Ouais. Vis-à-vis de ton équipe, c'est carrément bizarre. Comme moi, je ne suis jamais malade, tout le monde m'a cru. Bah ouais, c'est l'avantage. Tout le monde m'a cru. Personne n'a rien dit. Ouais. Et je suis partie le mardi soir en mototaxi du bureau après une grosse réunion qui s'est terminée tard. J'ai pris le dernier avion pour Barcelone. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là quand tu arrives là à Barcelone? Tu te dis ok, là demain, tu es partie le mercedi matin. Ah non, je suis partie le mardi soir pour le mercredi matin pour te faire ponctionner le mercredi matin. Je me suis dit bon, si on m'avait dit que j'en serais là un jour, et en même temps, voilà, ça me paraissait complètement dingue.
En même temps, j'étais intriguée. Je me disais, bon, qu'est-ce qui va se passer ? J'avais pas peur. Ouais. On m'avait tellement rassurée. La clinique était quand même très rassurante, etc. Donc, j'avais pas peur. Mais je me disais, comment j'en suis arrivée là, quoi. Comment j'en suis arrivée alors qu'il y a 1 an, j'étais avec mon mec, avec ses enfants, etc. Et là, je suis en train de préserver ma fertilité. Et en même temps, avec du recul, mais j'ai tellement bien fait. J'aurais dû même le faire beaucoup plus tôt, mais beaucoup plus tôt, ça n'existait pas à l'époque. Donc, voilà. C'était qui ta personne ressource, comme on dit Ou est-ce que tu avais une meilleure amie avec qui tu partageais toute cette aventure ? Non, j'en parlais pas tant que ça. Et puis mes amis étaient tellement dans une démarche de bon, bah écoute, si ça te rassure, fais-le. Mais en même temps, nous, on n'est pas inquiets pour toi. Mais les gens n'ont pas idée de ce que peut être l'angoisse de l'horloge biologique. Ils comprennent pas. Moi, j'avais l'impression qu'on m'avait fermé la porte au nez pour avoir un enfant. En gros, j'avais vraiment eu cette impression quand on s'est séparés avec Nicolas. Donc, je me disais, maintenant, il faut que je me préserve. Donc, je prends mes responsabilités. J'ai pas besoin d'en faire tout un étalage. D'accord. Donc, tu vivais quand même vachement toute seule tous ces rendez-vous oui. et ce voyage qui sont quand même des grosses étapes dans la vie d'une femme, mais ça allait. Ouais, ça allait. Tu le vivais bien. Bizarrement, je le vivais non, très bien. Mais il devait y avoir aussi de l'excitation, j'imagine. Il y a de l'excitation, il y a de la curiosité. Ouais. Moi, je supporte plutôt bien les hormones. En tout cas, cette fois-ci, je les avais bien supportées. Les hormones qu'on appelle les œstrogènes me rendent très heureuse. Ah. Non, mais c'est vrai, j'ai cette chance. J'ai cette chance qui n'est pas donnée à toutes les femmes. Ouais. Moi, ça a un effet incroyable sur moi. Donc là, tu étais boostée aux œstrogènes. Voilà, j'étais pas du tout. J'étais fatiguée, j'étais gonflée, j'étais tout ce que tu peux imaginer, mais j'étais pas malheureuse. Il y a des femmes que ça rend malheureuse, qui ont le spleen et tout. Moi, pas du tout. J'ai cette chance. Ouais, c'est bien tombé. Ah bah oui, parce que je l'ai fait un certain nombre de fois, donc valait mieux. D'accord. Comment ça se passe, une ponction ? Alors, la ponction, tu dois être à jeun depuis 12 heures. Tu dois évidemment te déshabiller. Tu dois pas porter de bijoux, pas porter de vernis, bien sûr. On te pose un cathéter pour la perf et on t'explique qu'on va te faire une anesthésie générale ambulatoire, c'est-à-dire tu vas dormir une demi-heure. Et en fait, c'est un sédatif qui est très puissant et qu'on va te ponctionner, c'est-à-dire on va mettre une aiguille dans les ovaires et aspirer les ovocytes, enfin les follicules qui vont devenir des ovocytes. D'accord. Voilà. Et donc, tu es en position gynécologique ? T'es en position allongée gynécologique. Ouais. D'accord. T'es plus allongée que assise. Hein. T'es vraiment... voilà. Et avec les jambes... sur des étriers, en position d'accouchement, quoi. Exactement. Et en fait, je suis ressortie 1 heure plus tard, parce qu'après, tu as un petit temps de repos. On t'annonce le nombre d'ovocytes qu'on t'a ponctionné. C'est ça. Tu as le résultat t'as tout de suite. Le résultat. C'est comme si, comme le permis, voilà. Vous l'avez pas. Voilà. Et alors là, on t'annonce quoi ? Et là, la première fois, on m'annonce 6 ovocytes. Et je trouve ça très peu. Ouais. J'avais vu que certaines femmes avaient une 20aine d'ovocytes, etc. Et là, quand on me dit 6, je me dis, mais c'est pas beaucoup, quoi. Donc, tout de suite, je dis au médecin, c'est pas beaucoup. Et lui, il me dit, mais si, c'est bien, c'est bien. Et moi, je me dis, non, c'est pas beaucoup. Je rentre à mon hôtel, je dors. Parce que l'anesthésie fait encore un peu effet. Et donc, je dors jusqu'à 18h et je prends le dernier avion pour Paris. Et le lendemain matin, je suis au bureau. Oh là là. Quelle vie complètement schizophrène. Ouais, c'est un peu schizo, ouais. Mais il y a plein de femmes qui ont fait ça. Hein. Mais oui, qu'on ne soupçonne pas. Ouais. Et à la fois, on les soupçonne pas, mais ça serait tellement plus simple si elles le partageaient. Si c'était moins secret, justement. Bien sûr. Et si ça se faisait au bout de la rue. Bien sûr. Encore plus. Et que personne n'était dans l'illégalité. Exactement. D'accord. Donc ça, c'était la première ponction, première d'une longue série, puisque, comme tu le dis, tu trouvais que c'était un chiffre quand même moyennement satisfaisant. Donc, tu as répété l'opération pour augmenter ton nombre d'ovocytes. Exactement. Donc, dans l'avion qui me ramène à Paris le soir même, je m'en souviens très bien, je me dis, je vais y retourner. Je vais y retourner parce que 6, c'est pas assez. Et au mois d'octobre, je refais une autre stimulation avec des doses un peu plus fortes. Donc, en fait, là, je connais le protocole par cœur. Donc, en fait, franchement, c'est facile. Et j'ai 9 ovocytes. Donc, je suis assez contente. Ah, pas mal. Voilà, donc, ça t'en fait 15. 6 plus 9, 15. Je me dis, ça commence à me faire un stock sympa.
Et donc, je suis assez en confiance. Ouais. Et donc, tu as tes 15 ovocytes qui sont concrètement dans un frigo dans la clinique, c'est ça ? Oui. Combien de temps ça se conserve, ces ovocytes ? Ad vitam aeternam ? 100 ans, si tu veux. D'accord. Il faut payer Alors, il faut payer conservation. tous les ans 250 €. D'accord. Donc, moi, tous les ans, je fais mon petit virement online de 250 €. D'accord. Voilà, avec beaucoup d'enthousiasme. Ouais. Je me dis, c'est cool, je repaye 250 € pour avoir mes 15 ovocytes au congèle. C'est la première fois que je suis aussi contente de faire un virement. Ouais, tu m'étonnes. Et voilà. Et en fait, le paradoxe, c'est que moi, j'ai l'impression d'être très soulagée et très sereine par rapport à ça. Mais les hommes que je rencontre me voient un peu comme un danger. Et j'ai beau expliquer que j'ai fait congeler mes ovocytes, je leur dis. Tu leur dis, bien sûr. Et ils me regardent d'un air de dire, bah ouais, mais bon, ok, mais même si tu veux les décongeler, t'as pas 10 ans devant toi. À quel moment germe en toi l'idée de peut-être te passer d'un homme et peut-être justement mener ton histoire de maternité indépendamment d'une histoire d'amour ? L'idée, elle a germé, je m'en souviens très bien, elle a germé au printemps 2017. Pour plein de raisons, je commence à imaginer un modèle familial différent. Construire une famille autrement. Un peu autrement. Ouais. De pas forcément chercher un père. Voilà, je me dis, bon, en fait, un amoureux plus un père, tout ça dans un délai très court, c'est peut-être une équation très compliquée. Ouais. Donc, peut-être qu'on peut faire un peu différemment. Voilà, ça commence à germer dans mon esprit. Et en même temps, je rencontre des hommes, j'ai des histoires. Certaines marchent ne marchent pas du tout. Certaines même ne démarrent pas. Je me dis, finalement, plutôt que d'attendre, je vais me lancer. Je me dis, voilà, cet été, je passe mes vacances, etc. Et puis, en septembre, j'y vais. J'y vais donc quoi ? Je fais un enfant toute seule ? Je fais un enfant grâce à un don de sperme à Barcelone. Voilà, okay. Je décongèle mes ovocytes et c'est bon. Et là, t'as quel âge ? Et j'ai 39 ans. 39 ans. Donc c'est aussi pour ça, c'est peut-être l'approche de la quarantaine où je commençais à me dire, oula, et puis je voyais dans les yeux de certaines personnes, notamment ma famille, qu'on commençait à me dire, fais attention parce que là, il commence à être vraiment tard, quoi. Voilà, donc je prends cette décision et puis évidemment, au mois de juillet 2017, je rencontre quelqu'un. Bah oui. Voilà, évidemment. Et cet homme va effectivement changer la donne, puisque là, pour le coup, ça va devenir une relation sérieuse. Pas sérieuse. En tout cas, c'est une histoire. Ah bah, quand même. Oui, c'est une histoire. C'est-à-dire que dès le début, on est conscient de l'enjeu. Mais dès le début, c'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes d'échange... il sait que j'ai pas d'enfant et que j'ai 39 ans, et moi je sais qu'il a 3 enfants. Voilà, c'est ça. Parce que donc il a 3 enfants. C'est un homme avec 3 enfants. C'est un homme avec partie de cette catégorie-là. Voilà, il fait partie de cette catégorie. Voilà, je pense qu'on a tous vécu des rencontres comme ça où oui, c'est la magie de la vie. C'est ça. Ça s'appelle une sorte de coup de foudre. Hein ? Oui, c'était chouette. En tout cas, moi j'étais très sous le charme, et puis je pense que lui aussi. Et voilà. Et alors, qu'est-ce que tu te dis, toi, justement, quand tu fais cette rencontre ? Est-ce que tu penses tout de suite à ton projet perso ? Est-ce que tu te dis que cette rencontre va peut-être chambouler tes plans ? D'abord, je suis sous le charme. Déjà. Donc d'abord, je me dis, ah, c'est cool. Ouais. Et puis 2 jours plus tard, on dîne ensemble. Alors, à la fois, je suis hyper contente, et en même temps, je me dis, bon... si ça se passe bien, il y a des chances quand même que ça donne lieu à une histoire. Et puis je voyais que voilà, il y avait des petites paillettes partout. Donc, effectivement, il a 3 enfants. Moi, j'en ai pas. Et ça, vous en parlez rapidement ou pas, fait, de la question de l'enfant ? Très vite, il mentionne une histoire qu'il a eue depuis la rupture avec son ex-femme, avec une femme qui n'avait pas d'enfant. Il s'est séparé d'elle parce qu'elle voulait un enfant et que lui n'en voulait pas. D'accord. Ah oui, donc petite douche froide. Voilà, en fait, je comprends tout de suite qu'il y a un sujet. En même temps, on passe quelques jours idylliques. Ouais. Donc, voilà, on est un peu secoué. Et puis, parallèlement à tout ça, il voit un petit garçon dans un restaurant un soir. Et en regardant ce petit garçon, il me dit, il est tellement mignon, ce gosse, qu'il me donne envie d'en refaire un autre. Ouais, et puis toi, j'imagine que la moindre... phrase, et alors une phrase comme ça, elle est très, très significative. Tu t'envoies un signal très fort chez toi. Ah bah, moi je me suis dit, il n'est pas clair. C'est ça. Il est pas, en fait, c'est pas clair pour lui. Et donc, il y a une possibilité. Voilà, mais en même temps, il me dit pas, c'est bon. Mais moi, je prends ça comme
comme quelque chose qui est pas complètement entériné. Entre-temps, j'ai l'exemple de mon amie Clotilde, donc, qui a eu des jumeaux, et son amoureux Alban, qui voulait surtout pas de 4e enfant. Finalement, il a pris le package, il adore ça, il est très heureux. Et puis, c'était pas un 4e, mais un 4e et un 5e. Ouais. Voilà. Et puis, j'ai aussi l'exemple de Nicolas, mon ex, qui voulait pas d'enfant, puisqu'on s'est séparés à cause de ça, qui a rencontré une femme 3 mois après notre rupture et qui fait 2 autres enfants. Ah oui, c'est ça. Voilà, l'un sur l'autre. Enfin, je veux dire, l'un après l'autre. Donc, je me dis, en fait, les hommes changent d'avis. Et d'ailleurs, je le pense toujours. Je pense que les hommes, non seulement changent d'avis, mais ils ont ce luxe de pouvoir changer d'avis que nous n'avons pas. Absolument. Et je me dis, lui, il va peut-être changer d'avis. Et d'ailleurs, je le pense toujours. Je le pense toujours. Ouais, bien sûr. Et alors donc, la rentrée de septembre arrive. Septembre, date à laquelle tu t'étais dit que tu ferais un enfant toute seule. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Ça passe à la trappe, bien évidemment, puisqu'on démarre une histoire avec Thomas qui est un peu brinque-ballante, bien évidemment, puisqu'on a cet énorme tabou qui est entre nous, énorme, qui rythme notre couple, bien que passé totalement sous silence. C'est-à-dire que moi, contrairement à mon couple formé avec Nicolas, là, pour le coup, je n'en parle pas. Ah ouais. Je n'en parle pas, je ne dis rien. Je me dis que si je dis le moindre truc au sujet de mon désir d'enfant, il va avoir peur, il va partir. D'accord. Donc, je ne dis rien. Et ça doit être très, très difficile. C'est difficile, surtout que lui, il parle beaucoup de ses enfants. Je ne dis rien, mais c'est évidemment un sujet entre nous. Qu'est-ce que tu te dis ? Est-ce que tu te laisses une échéance parce que tu as 39 ans ? Ouais, je vais avoir 40 ans en janvier, donc même pas 6 mois plus tard. Ouais. Non, en fait, je me dis que là, le temps va m'apporter la réponse, mais je mets sous le tapis le sujet, en fait. Est-ce que tu te dis qu'il va craquer ? Qu'il va finir par accepter ? Je me dis même pas ça. Je me dis qu'il y a un moment donné, je vais y voir clair, moi, avec ou sans lui. D'accord. Mais plutôt sans lui. Et en fait, surtout, je commence à imaginer un modèle familial totalement atypique où moi, j'aurais un enfant de mon côté, on resterait en couple. Lui aurait ses enfants. Et puis, si on est encore ensemble dans quelques années plus tard, pourquoi pas un enfant ensemble ? D'accord. Voilà. Donc, en fait, un jour, il finit par me poser la question. Ça, on est en novembre. Donc là, vous êtes ensemble depuis 3-4 mois. Voilà, on est ensemble depuis 3-4 mois, exactement. Et il me dit, t'en es où dans ta tête ? Et quand je lui dis, écoute, moi, je suis prête. Je suis prête à avoir un enfant, mais seule. Et je l'envisage avec un donneur anonyme à Barcelone. En fait, il est en train de boire un café et il arrête de boire au milieu de son café. Et il me dit, mais aimer, c'est se mettre à la portée du désir de l'autre. Alors, la phrase, elle est très jolie, hein. Certes. Mais elle peut être interprétée de plein de façons. Et en l'occurrence, la façon très jolie, ça pourrait être « attends-moi, s'il te plaît ». Mais ça peut être aussi « si tu m'aimes, tu fais main basse sur la maternité ». Ouais. Oui, moi c'est marrant, je l'interprète plutôt comme ça. Donc moi je sors, parce qu'on est au restaurant, je sors du restaurant totalement chamboulée en me disant, voilà, maintenant qu'on a mis les pieds dans le plat, il va falloir affronter le sujet. Et maintenant que c'est dit, il va falloir que je l'assume. Et lui me dit, mais non, mais c'est bien qu'on en ait parlé. Enfin, très positif, c'est bien, il fallait qu'on en parle. Et puis évidemment, une semaine après, il me largue. Un dimanche soir, voilà, il me dit, en fait, non, il faut qu'on arrête. Il me donne même pas d'explication. Il me dit, non, on arrête tout. Et voilà. Et puis, évidemment, une semaine après, il me rappelle en me disant... tu veux pas venir dîner à la maison ? T'as toujours pas rencontré ses enfants ? J'ai toujours pas rencontré ses enfants, mais quand il me dit tu veux pas venir dîner à la maison, la première chose que je lui dis c'est mais t'as tes enfants ? Ouais. Et il m'a dit oui. Et donc je comprends qu'en fait c'est une invitation pour que je rencontre ses enfants. Et je lui dis mais attends, si t'as tes enfants, je vais les rencontrer. Enfin, tu vas me présenter comment ? Il me dit écoute, j'ai fait un plat délicieux, viens à la maison. Donc j'hésite un peu, je dis pas oui tout de suite, et puis bon, évidemment, au bout de quelques instants, je dis ok, j'arrive. Et là, l'histoire démarre en famille recomposée, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Elle redémarre. Mais pas sur son impulsion. Hein. Et alors, elle redémarre différemment. Tu sens que c'est que les bases du coup ont été un peu posées. Est-ce que vous en reparlez ? Alors, on n'en reparle pas, mais elle redémarre différemment. Bah oui, puisque forcément, il me présente ses enfants. Déjà. Donc, d'un seul coup, on ne se voit pas une semaine sur deux, mais on se voit tout le temps. Il se trouve en plus qu'on habite juste à côté, on habite dans le même quartier. Donc, voilà, et on se voit tout le temps. Finalement, ça se passe bien, mais ce sujet est toujours entre nous, ce sujet d'enfant. Et moi, entre-temps, au mois de décembre,
donc juste avant mes 40 ans, un espèce de sursaut en me disant, en fait, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, je suis pas prête. Moi, je suis pas prête à passer le pas toute seule. Et lui, il n'est pas prêt à passer le pas avec moi. Donc, en fait, on n'est pas prêt ni l'un ni l'autre. Donc, je repars pour une vitrification d'ovocytes. Eh oui, c'est ça. Mais là, j'ai presque 40 ans. J'ai 39 ans, 3/4. Pour ajouter des ovocytes voilà, à tes 15 déjà Exactement. existants. Ouais. Voilà. Et je me dis, peut-être que 15, c'est pas assez. Enfin voilà, comme un espèce de sursaut de peur. Et donc là, je m'injecte des hormones à très haute dose, puisque forcément, j'ai pas le même âge, j'approche la quarantaine. Oui, parce que comme tu disais, la dose augmente avec l'âge. Oui, la dose augmente avec l'âge. Et là, je le vis pas bien. Là, pour le coup, je le vis pas bien. J'ai mal au ventre. J'ai des nausées, enfin je suis pas bien du tout, donc j'ai du mal même à travailler en même temps. Lui, il me pose aucune question, alors que je lui fais part de cette aventure. Il me demande rien parce que je pense que ça le met mal à l'aise. Enfin, c'est compliqué en fait à gérer, et physiquement et émotionnellement. Pardon, j'imagine votre quotidien, la complicité de couple, sans parler de ça me paraît, enfin. C'est comme si, c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine, quoi. Ouais, t'as ce truc au milieu dont tu ne parles pas, dont vous ne parlez pas. Ouais. Et il n'est jamais dans le soutien, quoi. Cette fois-là, pas du tout. Il est dans le déni total. Il est dans le déni, mais moi, je vois son regard qui ne peut pas nier. Ouais, qui est même désapprobateur. Qui est gêné. Ouais, gêné. Donc, tu fais cette 3e vitrification, donc avec la même équipe, même clinique. Et alors, qu'est-ce qui résulte de cette Et là, je n'ai que 3e? 4 ovocytes. Ouais. Donc, avec des doses très fortes. Tout ça pour 4 ovocytes. 4, c'est pas beaucoup, quoi. Non. Donc voilà, je rentre à Paris en me disant, là, je suis allée au bout, j'en referai pas d'autres. Mais j'ai un stock de 19 ovocytes. Ouais, c'est ça. Voilà, je me dis, il y en a 19. Ouais. Voilà, 19. Et puis c'est vrai que 19, d'un seul coup, ça me paraît beaucoup. Oui, ça fait déjà bon chiffre. Voilà, quoi. ça fait bon chiffre. Ouais. Donc on est au mois de février, il y a des hauts, des bas, évidemment, parce qu'il y a toujours ce sujet énorme entre nous, énorme, qu'on n'arrive pas à dénouer. Hein. Ouais. Et puis, un jour, au mois de mars, comme ça, au milieu de nulle part, il me dit, tu sais, dans l'absolu, je veux pas de 4e enfant, mais on est tellement bien ensemble que ce serait dommage qu'on n'en fasse pas un. Et là, je me dis, mais... bon. Et en fait, je lui fais une réponse qui, moi, me semble sincèrement honnête. À ce moment-là, je lui dis, écoute, moi, je suis prête, mais je pense qu'en tant que couple, il nous faut encore un peu de temps. Alors, c'est vrai que c'est dingue, parce que j'aurais dû sauter sur l'occasion, quoi. Mais oui. J'aurais dû lui dire, alors, tu sais quoi, on y va tout de suite ce soir, maintenant. Enfin, vas-y. Ouais. On y va. Mais en fait, non, parce que j'avais l'impression qu'on avait encore des étapes à franchir. Il y avait quelque chose qui te retenait. Non, je sais pas. Il me dit, écoute, mets ton appart en location, viens habiter à la maison. De toute façon, t'es tout le temps ici. Et puis, on fait on fait un enfant. Et moi, je lui dis, attends, on a encore des étapes à passer. Mais c'est vrai que c'est bizarre de ma part de dire ça. Mais en fait, je crois que je sentais qu'il allait changer d'avis, que ça allait pas aller, qu'en fait, il allait avoir peur de ce qu'il avait dit, qu'il allait se faire peur tout seul. Tu sentais que c'était pas ça qu'il fallait faire? Pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là. Et je sentais qu'en fait, il était dans une émotion et que c'est sorti. Je pense qu'il le pensait, mais je sentais qu'il pouvait changer d'avis. D'accord. Et je sais pas pourquoi je sentais ça, mais en l'occurrence, j'ai bien senti. Et alors, qu'est-ce que tu te dis, toi, à ce moment-là? Tu te dis, génial, ça va finir par se passer avec lui? Ouais, je me dis que finalement, on va peut-être se poser et construire une famille recomposée pour de vrai, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire conventionnelle. Alors que je m'étais toujours interdit de penser ça. Ne rêve pas. Ne rêve pas. Et puis surtout, je sais pas, je le sentais pas. Là, d'un seul coup, ça commence à germer dans ma tête. Ok. Et donc là, on est début mars. Et une semaine plus tard, je rentre tard et je le trouve dans le lit en train de regarder des billets pour le Liban, puisqu'il est moitié libanais. Et il me propose de partir au Liban avec ses enfants aux prochaines vacances. Et donc là, je trouve que ça commence à devenir assez engageant. Ouais. Parce que lui, il a une partie de sa famille qui est au Liban. Et je me dis, en fait, là, c'est assez engageant. Ça y est, il commence à... S'il veut me présenter à sa famille au Liban, c'est que c'est
Voilà. Oui, c'est Encore, presque un pèlerinage. C'est presque un pèlerinage. D'ailleurs, c'est ce que je lui dis. Je dis, oh là là, attends, ça ressemble à un pèlerinage, ton truc, je sais pas trop. Il me dit, non, mais si, moi, je voudrais vraiment que tu viennes. Oh. Voilà, donc, c'est hyper mignon, c'est Ouais. hyper touchant. On prend nos billets. Finalement, c'est moi qui m'occupe de tout. De tout leur gars. Comme d'hab, quoi. Ouais, Voilà. Bizarrement. Hein, Voilà, on l'appartement, les billets, les machins. Bon. Et puis, nous voilà au Liban. Et en fait, au Liban, il y a un truc qui m'échappe. Et je le sens tout de suite. En fait, je crois que j'ai une espèce de sixième sens, mais on l'a toutes. Hein. Enfin, je le sens sur un balancier. D'accord. Voilà. D'un coup, hyper amoureux. Et puis, 2 heures après, d'un seul coup, complètement en retrait. Tu lui en parles ? Non, je lui en parle pas. Tu le laisses vivre tout ça. Je le laisse vivre son truc. Et je vais pas lui dire, je comprends pas, je te trouve un peu distinct avec moi. En fait, je dis rien, je regarde. Mm-hmm. Et puis voilà. On rentre du Liban, il fait très chaud à Paris, on file tout de suite dans sa maison de campagne. Et au retour de Normandie, là, je le sens extrêmement distant. Il me dépose avec les enfants et le chat en bas de l'immeuble pour trouver une place parce qu'il habite dans une rue piétonne. Et en fait, il met un temps dingue avant de revenir dans l'appart. Et d'un seul coup, mon intuition est énorme. Je me dis, en fait, il y a quelqu'un d'autre dans cette histoire. J'en suis sûre. Enfin, Tout d'un coup, ça t'apparaît comme. Comme je sais que j'ai raison. D'accord. J'en suis sûre, j'en suis certaine. Donc, soit je rentre en frontale, mais il est tard, les enfants dorment, et j'ai pas envie d'un conflit. Donc, en fait, quand il rentre, j'en parle pas, je fais semblant de dormir. Mm-hmm. Et 2 jours après, il m'annonce que c'est fini. Il me dit, en fait, je veux pas d'autres enfants. Donc, il t'annonce non seulement qu'il ne veut pas d'autres enfants, mais que votre histoire se termine. Ouais. Il me dit, écoute, c'est mieux si ça se termine parce que je ne veux pas d'autres enfants. Et là, tu lui dis ce que tu penses ? Non. Non, toujours pas ? Non. Tu lui parles pas de tes soupçons ? Non. Ok. Non, mais tu sais, c'est une façon aussi de me défiler. Hein. C'est pas spécialement noble comme attitude. C'est-à-dire que je me dis, je suis sûre qu'il y a quelqu'un. Mais en fait, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que je trouve que c'est grotesque que de m'emmener au Liban avec toute sa famille, alors qu'il avait, je suis certaine, quelqu'un dans sa vie. Déjà. C'est grotesque. Ouais. Donc, je le laisse à son histoire. Ouais, c'est ça. Voilà. Bah écoute, avec beaucoup de dignité quand même, parce que t'aurais pu lui faire une crise et vouloir tous les détails. Enfin... Non, je lui en parle même pas. Non, mais ça me paraît dingue. Je sais pas comment t'as fait. Non, mais bon. Non, mais tu sais, c'est pas admirable. Hein. C'est vraiment... c'est aussi une façon de ne pas perdre d'énergie. Non, mais il y a plein de nanas qui auraient voulu connaître la vérité, toute la vérité avec la vérité, tu vois, et refaire le film. Mais t'as raison, ça ne sert à rien, c'est stérile, puisque de toute façon, il te dit qu'il te quitte. Donc, voilà. Je préfère dire bonne journée, je pars travailler, à bientôt. Donc là, on est fin avril 2018, donc tu vis cette deuxième grosse rupture. Et alors là, comment tu retombes sur tes pattes ? T'es dans quel état à ce moment-là ? Alors, bizarrement, je suis pas très abattue. Enfin, c'est-à-dire que je me dis, bon, en fait, il faut que je me prenne en main. Je veux un enfant. Je suis attirée par des hommes qui en ont déjà, qui en veulent pas d'autres. C'est leur choix et il est respectable. C'est pas comme si on m'avait fait croire que... Voilà. Donc, voilà, je me prends en main. Et en revanche, me prendre en main, ça veut dire appuyer sur le bouton. Et donc, 2 jours après cette rupture, je suis sur mon scooter et je me dis, c'est bon, je suis prête. Je suis en train de rentrer du bureau, j'arrive chez moi. Et je me souviens, je gare mon scooter en 4e vitesse, je saute dans mon ascenseur et en arrivant chez moi, tout de suite, j'appelle la clinique à Barcelone. Parce que je sais que j'ai mon prochain cycle qui démarre 2 jours plus tard. Et que si je veux... faire une tentative, en fait, il faut que j'ai tout de suite les ordonnances, le machin. Enfin, il faut aller vite. On repart parce qu'il faut faire un bilan avant. Donc, en gros, j'ai 2 jours pour faire un bilan, tout en travaillant. Voilà. J'appelle tout de suite la clinique. Je demande à parler à un médecin qui accepte de me parler, une Française, une gynéco, et qui me dit, écoutez, vous n'avez que 40 ans. Donc, laissez votre stock d'ovocytes tranquille. On va refaire une stimulation. Ça peut marcher.
Ah ouais. Alors, il faut savoir Oui, quand même c'est qu'il y a ça. potentiellement une logique économique dans ces cliniques de fertilité. Pourquoi elle m'a dit ça ? Parce qu'évidemment, ça coûte beaucoup plus cher de refaire une stimulation que de toucher au stock et de décongeler et de transférer des embryons. Donc là, l'idée, c'était de faire une stimulation et de faire quand même appel à un donneur et de t'injecter du sperme, en fait. L'idée, c'était de prendre les ovocytes, de les féconder avec des spermatozoïdes, avec du sperme, des spermatozoïdes, de faire des embryons que tu fais vivre jusqu'à 5 jours. Voilà, ils vivent in vitro pendant 5 jours, ils se multiplient. Et puis, après, tu transfères un embryon. Oui, comme les protocoles de PMA classiques, en fait. Exactement. Ouais, donc, d'accord. en fait, j'ai cette médecin au téléphone qui m'explique tout le protocole. Et moi, la question que je lui pose à la fin, c'est quel est mon pourcentage de chance de réussite ? Ouais. Et là, elle me donne un pourcentage de chance qui est énorme. C'est 65% de chance de réussite. D'accord, Donc c'est moi, énorme. dans ma tête, je me dis, le mois prochain, je suis enceinte. Et en fait, je suis tellement heureuse à cette idée-là que l'histoire avec Thomas, elle passe complètement en second plan. Je me dis, en fait, il voulait pas d'enfant. C'est son choix, mais moi, mon choix, je l'assume. Donc en fait, je me sens hyper forte. Ouais. Je me dis, voilà. Tant pis pour lui, presque. Ce qui est ridicule. Non, mais ce qui est ridicule, parce que lui, il n'a rien demandé de l'histoire. Mais je me dis, tant pis pour lui. Il n'a pas voulu faire partie de l'aventure. Moi, je la fais toute seule. Donc, tu fais cette stimulation, tu suis Donc, les je conseils. je démarre cette stimulation. Donc, d'abord, je fais le bilan, la mammographie, les échographies, les machins. Tout ça, je me débrouille pour caler ça entre mes réunions et tout. Ouais. Trouver des centres d'échographie et tout qui acceptent, et de mammographie, qui acceptent de me prendre entre 2 patientes. Enfin, je fais du forcing, j'y arrive. Et puis, premier jour de mon cycle, paf, je démarre les injections comme j'ai fait les fois précédentes. Ouais. Et cette fois-ci, ça se passe plutôt bien. D'accord. Ça va. Tu supportes mieux. Je supporte plutôt bien. Peut-être que je suis moins fatiguée qu'en décembre. Peut-être que, voilà. En tout cas, ça va, ça se passe bien. Ouais. Je redémarre tout ce protocole. Je repars en Espagne. Et surtout, Thomas m'appelle. Au bout d'une semaine, il m'appelle. Et il me dit, mais comment vas-tu ? Parce qu'évidemment, je lui manque. Évidemment. Évidemment, je lui manque. Et moi, je lui dis, mais tellement heureuse au téléphone, je lui dis, écoute, je vais hyper bien. J'ai décidé d'avoir un enfant seul. Et il me dit, mais comment ça ? Et donc, on se voit, on prend un verre ensemble. Et en fait, lui, entre-temps, c'est lui qui est tombé malade. Il a un zona géant dans le dos. Il souffre le martyre, parce qu'un zona, c'est très douloureux. Et en fait, moi, je suis complètement euphorique et lui, il est complètement abattu. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Alors que c'est lui qui m'a quittée. Moi, je lui pose aucune question. Je lui demande même pas s'il y a une tierce personne. En fait, je m'en fous, quoi. Je m'en fous. Et moi, je suis dans mon truc. Mais probablement aussi trop euphorique, trop forte, en fait. Et il m'invite à dîner chez lui avec ses enfants, comme à la bonne époque. Et c'est super et tout ça. Ah oui. Et moi, je suis super heureuse. D'ailleurs, j'ai une photo de nous ce soir-là où j'ai une super mine. Complètement détachée, en fait. Complètement détachée. Lui, on voit qu'il est un peu... il a mal à cause du zona. T'es power, quoi. Ouais, mais en fait... Non, mais c'est vrai, t'as le pouvoir. Exactement. Tout d'un coup. Ouais, et c'est ça qui est... Quand même, c'est ça qui est merveilleux. C'est que les femmes, in fine, c'est nous qui décidons. Bah ouais. C'est nous qui décidons. Alors parfois dans la douleur, parfois sous la contrainte... Mais c'est nous qui décidons. Ouais, mais n'empêche que tu vois, ce signal de pouvoir que tu envoies, t'as vu ce que ça lui fait, lui, comme effet. Ah bah oui. Le gars est abattu, quoi. Ouais, et puis du coup, il va chez le médecin à cause du zona qui lui dit c'est lié à un choc émotionnel. Ben oui. Et qui lui dit il n'y a pas de traitement, il faut attendre que ça passe. Eh ben voilà. Ah ben écoute, voilà, ça lui apprendra. Voilà. Et bon, et me voilà partie à Barcelone. Enfin, en tout cas, en train de faire mes bagages pour Barcelone. Et au moment, mais ça c'est complètement dingue, au moment où je suis en train de faire mes bagages, j'ai un coup de fil d'une copine, une fille que j'ai rencontrée 6 mois plus tôt via un ami commun, et qui me dit je voulais te dire que j'avais pris la décision de partir à Barcelone. Je pars vendredi. Et moi, je lui dis c'est dingue. Moi, je pars demain, jeudi. Vous êtes complètement synchro. C'est complètement dingue. Ouais. Exactement dans la même démarche. Elle avait aussi démarré sa stimulation, etc. Enfin, dingue. Tout pareil. Tout pareil. Et surtout, ça veut dire qu'on a des cycles qui sont synchronisés. Enfin bon. Et on décide d'être dans le même hôtel. Et nous voilà à Barcelone. Sauf qu'en fait, à Barcelone, ça se passe pas du tout comme prévu. La clinique est submergée de demandes.
Oui, tout d'un coup, tu vois que la clinique, elle a pris un coup dans l'aile parce qu'en fait, victime de son succès, Voilà, ils n'arrivent plus à gérer les dossiers, quoi. Il y a trop de monde, il y a trop de monde, il y a trop de patientes. C'est ça. Ça s'accumule, ils n'arrivent plus à répondre au téléphone. Ils n'arrivent plus à gérer les dossiers. C'est assez dramatique parce qu'on se rend compte que les cliniques espagnoles, en fait, elles accueillent les patientes de beaucoup de pays qui n'ont pas encore légalisé la PMA pour toutes, la PMA pour les célibataires en tout cas, ou les couples de femmes, mais ils n'arrivent plus à répondre à la demande. Tu pars avec ta copine à Barcelone, et l'idée là, c'était de te refaire une ponction, et de te transférer un embryon issu de cette ponction, et de ne pas toucher au stock. Et puis finalement, quand je me réveille, on me dit on n'a eu qu'un seul ovocyte. Voilà. Donc, un ovocyte, si tu veux, tu as de grandes chances que ça ne donne pas un embryon. La stat, c'est 1 sur 2. Donc, tu as une chance sur 2, en fait, d'avoir fait tout ça pour ne même pas avoir de transfert. Donc, mais là, j'imagine que tu te dis tout de suite, OK, bon, c'est très relou d'avoir qu'un ovocyte, mais au moins, j'ai mes 19 au frais. Exactement. Ils me disent, on décongèle tout. Et on décongèle tout. Banco. On décongèle tout. C'était fait pour ça. Ouais. On décongèle tout. Et là, tu restes à Barcelone. Il n'y a pas besoin Je reste à Barcelone, mais je suis à côté de la clinique. Et ils me disent, on vous appelle dans quelques heures pour vous dire que ça s'est bien passé. Et là, coup de fil de la clinique, moi, persuadée que tout a été dévitrifié très bien. Et là, on me dit, on a dévitrifié 10 ovocytes. Et je dis, mais je ne comprends pas comment c'est possible. Il y en avait 19. Enfin, elle me dit, en tout, on en a 10. Donc, on en a dévitrifié 9, plus celui de ce matin en frais. Et où sont les 9 autres ? Et moi, je dis, mais ils sont où les autres ? Et en fait, l'assistante est incapable de me répondre. Elle parle quasiment pas français. Elle bafouille, elle sait pas me répondre. Et moi, je suis presque en larmes, quoi. Et je lui dis, mais attendez, je veux parler à un médecin. Et elle me dit, je vais demander à un médecin de vous rappeler. Et je dis, mais non, mais je veux lui parler tout de suite. Et elle me dit, mais non, il n'y a personne. Les médecins sont au bloc. Je suis désolée, je peux pas vous passer qui que ce soit. Moi, je suis complètement sous terre. Et puis, la médecin finit par me rappeler et elle me dit qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé. Qu'elle est désolée et qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, finalement, on perd la moitié de mes ovocytes. Ça, c'est quand même... c'est ça. Ça c'est quand même un truc vraiment, de dingue. Mais quand tu racontes ça dans le livre, on se dit, mais c'est pas possible. Putain, mais tout ça pour à quelques heures près, en fait. Oui. Parce que c'est comme tu dis, on est à l'heure près. On est à l'heure près, donc ça veut dire protocoles. Que ma stimulation, finalement, elle ne donne rien. Voilà. Et que la dévitrification de mon stock, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils l'ont perdu avant, après, machin ? Je n'ai jamais eu d'explication. Et en tout cas, mes 19 ovocytes qui étaient gentiment au congèle se réduisent à peau de chagrin parce qu'il n'y en a plus que 10. C'est dingue. Et moi, je suis dans un état... Alors là, pour le coup, je passe de tout en haut à tout en bas. Et c'est-à-dire que ce qui est dingue, c'est qu'ils anéantissent en un coup de fil des années, justement, où tu as fait en sorte de prendre de l'avance pour vitrifier tes ovocytes. Ouais. Enfin, c'est ça que je trouve hyper cruel. C'est que, justement, tu avais fait tout bien comme il fallait pour être sécurisé et qu'en un coup de fil, ils bazardent tout. Ouais. Et surtout, ils n'ont pas d'explication. Et ils n'ont pas d'explication. Et en plus, ils sont speed, donc ils n'ont même pas le temps de mener une enquête. Ouais, c'est ça. Voilà, ils me disent, désolé, en fait, c'est comme ça. Et moi, comme je suis pas dans la légalité, dans mon pays, je ne peux rien faire. Je peux pas déposer de plainte. Je peux pas. Voilà, il y a personne pour m'aider. Je parle même pas espagnol ni catalan. je suis complètement démunie. Donc là, il va falloir faire avec ces 10 ovocytes qui ont survécu à la dévitrification. Et donc là, l'idée, c'est d'en faire des embryons. Ouais. Et parce que non seulement il faut faire des embryons, mais il faut faire vivre ces embryons dans une pipette, donc in vitro, pendant 5 jours. Et au bout de 5 jours, on les retransfère dans l'utérus. Comment est choisi le sperme du donneur ? Alors, le sperme, il est choisi par la clinique sur des critères physiques pour correspondre à mon phénotype. Et surtout, il est choisi en fonction de sa qualité. Donc, c'est que du sperme extrêmement qualitatif. En menant mon enquête, je me rends compte que les banques de sperme sont toutes au Danemark. C'est les Danois qui alimentent quasiment toute l'Europe. Toute l'Europe, oui, c'est ça. Et donc voilà, et donc on se retrouve avec Estelle sur notre lit, dans la chambre d'hôtel, à comparer nos spermogrammes. Alors nos donneurs sont hyper jeunes, donc moi je veux même pas imaginer, je me dis ils sont plus jeunes que nos stagiaires, c'est horrible.
Et en même temps, il faut avoir ces moments de décompression, de rigolade, parce que c'est difficile, quoi, comme parcours. Donc là, on rigolait et en même temps c'était dur, voilà, et on se racontait un peu nos vies parce qu'en fait on se connaissait pas très bien avec Estelle et on s'est très très bien entendu, heureusement. Et alors pendant ce temps-là, donc au labo, à la clinique, il féconde vos ovocytes. Donc il faut attendre 2 jours. Il y a des J2, c'est ça? Ouais, alors il y a J1, J2, J3, J4, J5. Et normalement, on s'était mis d'accord avec la clinique qu'on transférait à J5. J5 étant le top du top. Le top du top. En fait, à J5, on appelle l'embryon un blastocyte. Et en fait, normalement, on transfère des blastocytes. Enfin, on appelle ça un blasto. Un blasto, quoi. Voilà. Et en fait, ça marche beaucoup mieux avec un blasto qu'avec un J3, par exemple. Ouais. Et puis surtout, il y a une espèce d'élimination naturelle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de J1 et beaucoup moins de J5. En fait, il y en a qui perdent en cours de route parce qu'ils présentent une anomalie génétique. Donc voilà. C'est aussi pour ça que c'est un risque aussi d'attendre jusqu'à J5, parce que tu as plein d'embryons qui survivent pas. Oui, mais en fait, on peut imaginer qu'ils n'auraient pas survécu dans l'utérus non plus. C'est ça. Mais c'est vrai qu'in vitro, c'est plus fragile. Donc, il faut attendre 5 jours. Il faut attendre 5 jours. Okay. Donc, on reste à Barcelone exprès. Et puis, la clinique nous appelle tous les jours pour nous dire il y a tant de J1, tant de J2, tant de J3. Donc, tous les jours, on attend notre petit coup de fil, un peu comme la sentence, quoi. Ouais. Je me souviens, alors après, ça va peut-être faire hurler certaines des auditrices, mais on allait même à l'église allumer des cierges. Ouais. Mais en fait, voilà, on se disait il faut qu'on mette toute notre énergie. Pourtant, moi, je suis catholique on va dire de culture, mais je suis pas pratiquante. Mais là, vraiment, je voulais mettre toute mon énergie, toutes mes pensées, toutes mes prières, tout, voilà. Ouais. Je voulais tout envoyer dans l'univers. Bien sûr. Ouais, je pense que c'est des moments où tu te raccroches à tout, aux signes, à la religion, aux croyances. Tout ce qui peut faire du bien. Quoi. Et puis arrive J3, Estelle a son coup de fil et moi, j'ai pas mon coup de fil. Donc, je commence à stresser, à me dire, c'est bizarre, ils m'ont pas appelé. Normalement, ils m'appelaient vers 13h, pas d'appel, 14h, pas d'appel, 16h, pas d'appel. Donc, je commence à essayer de les appeler, impossible de les joindre. Donc, je commence à me dire, c'est bizarre. Et 18h, je deviens carrément harcelante, quoi. Alors là, j'appelle et ils répondent pas. Et ils me disent, ou alors quand ils me répondent, ils disent, oui, on vous rappelle. Et puis, ils me rappellent pas. Puis, 18h45, je me dis, j'y vais. Donc, à 19h, j'étais sur place. Et ils me mettent tout de suite dans une salle d'attente en me disant, on va s'occuper de vous, etc. Bon. Et en fait, à un moment donné, au bout d'1 heure d'attente, une dame vient de me chercher, une infirmière, enfin une coordinatrice, on appelle ça. Et elle me dit, vous allez procéder au paiement avant le transfert. Et je dis, quoi ? Le paiement ? Mais je ne suis pas venue pour payer, je suis venue pour connaître mon nombre d'embryons. Et elle me dit, non, on vous fait le transfert maintenant. Et je dis, mais pas du tout. Moi, mon transfert est un transfert de blasto, pas un transfert à J3. Et là, j'exige de parler à un médecin tout de suite. Je veux parler à un médecin, je comprends que ça cafouille complètement. Il est hyper tard, il est 20h. Ouais. Tout le monde est fatigué. T'es pas du tout prête, toi, je suis pas du tout prête. À vivre un transfert. Voilà, ouais. Je suis pas du tout dans... mentalement, je suis absolument pas préparée. Bon. Et donc, je demande vraiment à parler à mon médecin, la fameuse à laquelle j'avais parlé quelques jours avant. Et on me dit qu'elle n'est pas là. Et donc, je commence vraiment à m'énerver. Et je m'énerve tellement c'est-à-dire, je dis, non, mais c'est pas possible, en fait. Là, on parle de choses importantes. On parle pas d'acheter des chaussures ou un sac à main. On parle vraiment... on parle d'avoir un enfant, donc je veux parler à cet enfant, à ce médecin. Et puis, comme par hasard, elle m'appelle sur mon portable et elle me dit, écoutez, je ne suis pas à la clinique aujourd'hui. Vous allez avoir un autre médecin qui va vous faire un transfert. C'est mieux de faire à J3, alors que c'était pas du tout ce qu'elle m'avait dit. On a peur de perdre les autres embryons. Et là, en fait, dès qu'on commence à dire on a peur, ça va peut-être pas marcher et tout, en fait, moi, je dis oui à tout. Bien sûr. Ok, d'accord, on fait comme vous me dites. Enfin, Et il est plus de 20h. Et tout le monde est fatigué. Et donc, j'arrive dans cette salle de transfert, pas du tout préparée, avec le médecin qui me dit, vous en voulez combien ? Et moi, je dis, je sais pas, vous me recommandez combien ? Il me dit, vous avez 5 embryons en tout, je vous recommande 3. C'est le maximum autorisé par la loi espagnole. Donc, à mon avis, vous devriez mettre 3. D'accord. Et moi, je dis, ok. Mais je réfléchis même pas, je dis, ok. Et avec du recul, c'est hyper dangereux de se transférer 3 embryons. Ouais. Une grossesse de triplé à 40 ans, c'est hyper dangereux. Ouais. N'importe quoi. N'importe quoi. D'accord. Voilà. Donc, tu te retrouves à te faire transférer
C'est 3 embryons. C'est 3 embryons. Par un médecin inconnu. Par un médecin que je connais pas bien. Ouais. Et puis surtout, il manque de m'enfermer dans la clinique au moment où je me rhabille, puisqu'en fait, il est presque 21h. Et voilà, et la clinique est en train de fermer. Ils ont oublié que j'étais dedans. Non, mais c'est du délire. Ils sont complètement à la rue, quoi. Ils ont vrillé, ils ont été en fait, ils sont submergés. Victimes de leur succès. Voilà, ils n'arrivent plus à s'en sortir. Et moi, des transferts à 21h, non préparés comme ça, à l'arrache. Enfin, c'est honteux, quoi. C'est honteux, mais en fait, quand on est dans l'illégalité, on est bien obligé d'accepter. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà. Et puis je rentre à Paris, assez sonnée quand même. Je rentre sonnée, et là, il faut que je récupère ma valise du Liban. Et donc, j'appelle Thomas pour lui dire qu'il faut que je récupère cette valise. Et c'est là où, en arrivant chez lui, je réalise que ma valise n'est plus au même endroit, qu'elle est plus rebondie que quand je l'ai laissée. Donc, je comprends qu'en fait, il a mis toutes mes affaires vraiment bien tassées dans la valise. Et là, je comprends en 2 secondes. Je me dis, en fait, il y a une femme qui est venue et il voulait pas qu'elle voie mes affaires. Et au moment où il m'aide à descendre la valise, il m'explique qu'il a rencontré quelqu'un avant qu'on parte au Liban et qu'il est très amoureux et qu'elle a déjà des enfants. Et voilà, et que c'est super. Ouais, donc il confirme ton intuition. Tu lui dis que tu savais? Tu lui dis que tu le sentais? Non, en fait, j'ai rien dit. D'accord. J'ai dit OK, bonne continuation. Ouais, t'as pris ta valise et t'es partie. Voilà. Et donc là, il fallait attendre 14 jours, c'est ça, avant de faire une prise de sang? 14 jours après le transfert pour faire une prise de sang. Mais alors là, pour le coup, j'étais tellement triste parce que, en fait, bizarrement, le fait qu'il m'avoue qu'il avait quelqu'un, etc., puis ça s'était pas bien passé à Barcelone, malgré la présence d'Estelle, qui était merveilleuse, mais ça avait été difficile, quoi. Ça avait été un grand 8 émotionnel très difficile. J'étais complètement abattue. Et j'étais pas du tout prête à tomber enceinte. Donc voilà, avant de faire la prise de sang, je connaissais déjà la réponse. Je savais que ce serait négatif. Ok. Je fais la prise de sang et c'est négatif. Et je me dis, il me reste que 2 embryons. Après 4 stimulations, 4 ponctions, des tonnes d'hormones injectées, avalées, etc. En fait, il me reste plus que 2 embryons. Et donc l'idée, c'est d'y retourner malgré tout. L'idée, c'est d'y retourner, mais je veux surtout plus retourner dans cette clinique. C'est ça. Je veux plus. Donc là, il faut que tu transfères tes embryons d'une clinique à une autre, c'est ça? Voilà. Là, pour le coup, je commence à me dire, bon, je me suis un peu surestimée. Ouais. Donc maintenant, je vais me faire aider. Je trouve une association, je trouve même 2 associations formidables. Une qui s'appelle Maya, qui est en France. Je mettrai les coordonnées sur le site. Et qui existe depuis longtemps. Et en fait, c'est des frais d'adhésion de 45 € par an. Donc, c'est pas grand-chose. Et qui donne accès à un forum où quasiment toutes les femmes font des enfants par PMA à l'étranger. Elles sont extrêmement informées, elles sont extrêmement bienveillantes, elles ne jugent pas. Il n'y a pas que des femmes seules, pas du tout. Même il y a plein de femmes qui sont en couple hétéro, mais pour plein de raisons, ça n'a pas marché en France. Et donc voilà, il n'y a vraiment pas de jugement sur ce forum. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Et donc j'épluche le forum. Je l'épluche pendant des heures et je trouve 2 cliniques qui ressortent bien et qui m'ont l'air d'être des petites cliniques. Donc je demande à les rencontrer. Et puis il y a une deuxième association que je découvre qui est basée à Barcelone et qui aide les femmes une fois sur place, qui s'appelle She-Hawk. C'est merveilleux parce que c'est une entraide logistique avec des thérapies, on va dire, paramédicales, donc acupuncture, massage, psycho, etc. Qui sont ô combien importantes dans ces moments-là. Hyper importantes. Et donc Stéphanie, l'une des fondatrices, m'aide aussi dans cette recherche. C'est là que tu découvres l'acupuncture, Oui, bien sûr. Je découvre un acupuncteur à Barcelone. Donc, en fait, tu es aidée, tu es soutenue par une association à la fois en France et une sur place à Barcelone. Donc, j'imagine que là, tu te sens faire partie d'un groupe comme ça. Oui, je me sens enveloppée, je me sens choyée. Enfin, c'est vachement bien. Toi qui as été si seule. Oui, là, d'un seul coup, je me sens beaucoup plus forte. Quoi. Mais pas que dans ma tête. J'ai l'impression que j'ai plein d'airbags de tous les côtés. C'est ça, c'est très concret. Voilà. Et puis, je prends, en plus de mon gynéco habituel, je décide de consulter un autre gynéco qui est hyper connu et hyper pointu en PMA. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle le professeur Oliven, qui a préfacé mon livre. Et j'obtiens un rendez-vous avec lui. J'ai un rendez-vous, certes, 2 mois plus tard, mais
je me dis, bon, voilà, là, je suis bien entourée. J'ai mon gynéco qui connaît mon dossier par cœur. J'ai un gynéco ultra pointu en PMA. J'ai 2 assos. J'ai mes amis. J'ai ma famille. Je me sens mieux. Et Thomas, il est à sa nouvelle vie. Et voilà. Et au moins, il n'y a plus de... Il y a rien qui me retient. Objectif, refaire donc un transfert de tes embryons précédemment congelés et dévitrifiés, mais dans des bien meilleures conditions, a priori. Bien sûr. Voilà. Enfin, il faut que la première clinique accepte de transférer mes embryons dans une deuxième clinique. Oui. Ils acceptent, tout se fait bien, etc. Mais malheureusement, ça ne donne pas lieu à une grossesse. Ça marche pas à tous les coups, hein. Donc voilà. Et donc là, je me dis. Donc là, tu n'as plus d'embryon. Je n'ai plus d'embryon. C'est dur, hein. C'est difficile. J'ai 40 ans, 3/4, et j'ai plus d'embryon. Ouais. Et je vais voir le professeur Oliven, et qui me dit, à votre âge, le pourcentage de réussite si on réitère la même opération, c'est 10%. Et ça, c'est la moyenne normale. Hein. Vous n'êtes pas dans la moyenne basse, dans la moyenne haute. Vous êtes, en fait, d'après votre dossier, vous êtes dans la moyenne normale. C'est que dalle. C'est 10%. Et là, je repense à toutes les injections, tout. Et je me dis, oh là là, 10%. 10%, c'est pas beaucoup, quoi. Non. Et il me dit, voilà, sinon, il y a le double don. Donc, une donneuse d'ovocytes et un donneur de spermatozoïdes. Donc, ça marche très bien d'un point de vue médical, mais vous n'avez pas le lien génétique. C'est-à-dire que c'est un patrimoine génétique différent. Ouais, c'est ça. Donc il faut psychologiquement être prête à assumer ça. C'est ça. Et je lui pose la question, et je pose la même question à la clinique de Barcelone. Du coup, quels sont les résultats dans ce contexte ? Et là, la réponse, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est avec 2 embryons transférés, c'est 75% de chances de réussite. Et avec un seul, c'est 60% de chances de réussite. D'accord. Donc là, on n'est plus du tout dans les 10%. Plus du tout. Parce que c'est des ovocytes en pleine forme et des spermatozoïdes en pleine forme. Exactement. C'est ça. Et qu'il y en a plein. Et qu'il y en a plein, et que voilà. Il n'y a pas de problème tout d'un coup de nombre. Voilà, et il y a tout ce qu'il faut. Beaucoup moins de problèmes de trisomie, de fausses couches, de tout, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut accepter, c'est un process, de ne pas être la mère génétique. En tout cas, de ne pas transmettre son patrimoine génétique. C'est un vrai... C'est un cap à passer, bien sûr. Qui est pas un petit cap. Non. Moi, je sais que ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidée, c'est le fait de m'être énormément attachée aux enfants de mes ex-compagnons. Où je me suis dit qu'en fait, on pouvait aimer immensément un ou des enfants qui n'avaient rien à voir génétiquement avec soi-même. Enfin, voilà, c'est très indépendant, quoi. Et surtout, j'ai pas vu de traumatisme. C'est-à-dire, je me suis pas dit l'enfant va être traumatisé, c'est terrible. Non, en fait, alors c'est sûr que c'est une histoire très atypique, mais il y aura une donneuse et un donneur qui auront contribué à un embryon qui aura grandi dans mon ventre en s'accrochant à mon utérus. C'est moi qui accouche, c'est moi surtout qui après élève, aime et éduque cet enfant, quoi. Donc ce chemin, tu l'as fait assez rapidement, j'ai l'impression, enfin là, tel que tu le dis. La décision a été prise, donc, de faire ce double don. Oui. Qu'en est-il de l'anonymat par rapport justement à la donneuse d'ovocytes et au donneur de sperme? Alors, en Espagne, tout est anonyme. Tout. Alors, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que on ne choisit rien. Je ne peux pas dire je voudrais une blonde ou une brune. Enfin, c'est pas possible, en fait. C'est la clinique qui choisit. Il se trouve que, pour ma part, on m'a donné des informations sur les donneurs. Mais pas du tout d'identité. Quelques informations, quelques critères physiques on m'a donné. D'accord. Et c'est-à-dire couleur des cheveux, couleur des yeux, taille et poids. D'accord. Et les hobbies. Ah ouais? Voilà. Et comment t'as obtenu ça? Ah, mais j'ai rien demandé. C'est la clinique qui me les a donnés. Ah ouais? Donc ils ne révèlent pas l'identité, mais ils te donnent quelques infos. Oui, ils m'ont donné quelques infos. Et toi, t'aurais aimé avoir les identités? Alors, c'est vraiment à double tranchant pour moi, les identités. C'est-à-dire que moi, personnellement, en tant que mère, non. Personnellement, ça m'arrange de ne pas avoir l'identité. D'accord. Mais c'est très égoïste. C'est-à-dire que comme ça,
c'est anonyme. En revanche, je suis convaincue que mon enfant, en l'occurrence ma fille, je pense qu'à un moment donné, elle voudra connaître l'identité. Ce que je comprends très bien. D'accord. Et je crois qu'avec les tests ADN dits récréatifs, ça va être assez jouable. Donc tu pars pour cette nouvelle aventure du double don. Il faut que tu te repiques, Moi je refais évidemment. une stimulation pour préparer mon endomètre. Oui, on continue les hormones. C'est ça. On continue les hormones, bien évidemment. Et donc on te transfère un embryon à quoi? À J5, un blasto. Ouais. On en transfère 2 à chaque fois. Moi j'ai toujours demandé 2 D'accord. pour maximiser les chances. Et là j'y crois. Parce que 75% de réussite, je me dis, là, ça va marcher. Et en fait, le jour des résultats, je tremble au moment de taper mon code sur Internet pour avoir mes résultats de labo. Et en fait, je vois que c'est positif, mais que c'est faible. Et comme j'ai lu tellement d'articles, je sais qu'un résultat faible, c'est pas bon signe. C'est pas du tout bon signe. C'est très faible, en l'occurrence. On appelle ça une grossesse chimique, c'est ça? Grossesse biochimique. Biochimique, ouais. Et donc, j'appelle tout de suite la clinique à Barcelone, j'appelle mes 2 gynécos à Paris, et ils me font tous la même réponse. Ils me disent, il faut contrôler dans 48 heures. Si ça double, c'est bon. Et si ça double pas, c'est que vous allez faire une fausse couche. Bon, une fausse couche extrêmement précoce. Oui. Mais voilà, c'est que ça va pas continuer. Là, pour l'instant, vous êtes enceinte, mais... Ça, vu le taux, c'est pas très bon signe. Mais il y a parfois des bonnes surprises. Ok. Donc voilà, 48 heures plus tard, je contrôle, ça n'avait pas doublé. Et encore 48 heures plus tard, ça avait baissé. Donc voilà, fausse couche précoce. Et là, ça m'a mis un coup. Là, je me suis dit... En fait, c'est vraiment difficile, quoi. Ah ouais, parce que toi, tu comptais sur ces 75% de réussite, quoi. Oui, et puis à chaque fois, on repart à Barcelone, on repaye, on prend des hormones, on refait le yo-yo émotionnel, enfin tout, quoi. Donc là, je me dis, mais c'est pas possible. Parce que donc, les blastos, là, les 2 blastos qu'on t'a transférés, il y en avait d'autres en stock? Oui, il y en avait encore 2 autres. En fait, il y avait eu 4 blastos en tout, mais les 2 autres étaient... qualité moyenne. En fait, on leur donne des notes. Donc là, on m'avait transféré les 2 meilleurs. Et les 2 suivants, ils n'étaient pas terribles. Et là, vraiment, j'étais un peu au bout du rouleau. Ouais. Et coup de chance, en fait, la clinique fait un geste. Alors, on peut appeler ça geste commercial. Je trouve ça horrible, mais oui, c'est un geste commercial. Ils me proposent de remplacer les deux embryons qui sont de qualité médiocre par 2 autres embryons. De la même donneuse? Non, pas du tout de la même donneuse. 2 embryons qui, en fait, sont surnuméraires, que des gens n'ont pas utilisés et qui sont de très bonne qualité. Et ils me disent, faut retenter, etc. Donc moi, j'attends que mon cycle revienne. Je reprends encore des hormones. Combien de temps après, tu pars à Barcelone, du coup? Tout de suite. Je veux surtout pas rester sur un échec. Ouais. Donc on te retransfère ces 2 nouveaux blastos. Voilà, 2 nouveaux blastos de super qualité. Donc je suis... très optimiste à nouveau. Ouais. Et à nouveau, ça marche pas. Putain. Et en fait, il y a quand même quelque chose dans mon esprit où je me dis, là maintenant, il y a peut-être quelque chose qui fait que ça peut pas marcher. Donc il faut investiguer, en fait. Je remets pas mon corps à l'épreuve sans avoir investigué. D'accord. Donc je lis des tonnes d'articles et je vois qu'en fait, il y a des tests qui viennent de sortir sur lesquels on n'a pas beaucoup de recul, mais je me dis que ça vaut quand même le coup de les faire. C'est quoi ces tests? Alors, c'est un test qui s'appelle ERA et un autre qui s'appelle MatrisLab. Et en fait, le premier, c'est pour voir la fenêtre d'implantation. C'est-à-dire qu'en fait, on te transfère des embryons qui ont 5 jours, des J5, des blastos. On te les met 5 jours après ton ovulation supposée. Mais en fait, potentiellement, ton endomètre, il n'est pas prêt à recevoir des embryons au 5e jour. Potentiellement, il faut les transférer au 4e jour, au 6e jour, au 7e jour. Donc, on te fait une biopsie pour voir si ton endomètre il est prêt à réceptionner des embryons. Non, mais c'est très poussé. Hein. Et MatrisLab, c'est un test qui vérifie si tu n'es pas en hyperactivité immunitaire ou en hypoactivité immunitaire. C'est-à-dire que si tu es en hyperactivité immunitaire, ton corps va rejeter l'embryon. Si tu es en hypoactivité immunitaire, ton corps ne va même pas voir qu'il a réceptionné un embryon, donc l'embryon ne va pas s'accrocher.
En fait, ce qu'il faut retenir de toute cette histoire, au-delà de ces tests, c'est que la PMA, c'est de l'orfèvrerie. Parfois, ça marche premier coup et c'est génial. Mais quand ça marche pas du premier coup, en fait, il faut creuser. Ces tests-là, ça a un coût qui n'est pas négligeable. Moi, j'ai voulu le faire en Espagne parce que je trouvais que c'était plus simple. J'en pouvais plus d'avoir des piqûres, des machins, etc. Donc, je voulais pas avoir mal et je voulais absolument avoir une anesthésie générale ambulatoire. D'accord, mais parce que ça consiste en quoi ? Parce que tu fais une biopsie. Moi, il fallait que je fasse 3 biopsies de l'endomètre d'un coup. Et honnêtement, ça fait mal. C'est lourd. Le test coûte combien, par exemple ? Moi, ça m'a coûté 1 800 €. D'accord. Non, mais c'est un budget. Hein. Tu vois, c'est un budget qui se rajoute à tout ce que tu as dépensé avant, etc. Mais je me suis dit que je voulais plus malmener mon corps. Et j'ai eu raison de le faire, puisqu'on m'a trouvé une hyperactivité immunitaire et surtout une fenêtre d'implantation à J6 et non pas à J5. Aïe. Donc, tu vois, en fait, c'est très facile à corriger. J6, il suffit juste d'attendre un jour de plus. Et puis, l'hyperactivité immunitaire, ça se corrige avec de la cortisone. Donc, c'est assez facile. Bon, la cortisone, c'est un peu pénible à prendre, mais honnêtement, c'est pas la mer à boire, tu vois. Donc, voilà. Au final, c'était pas compliqué. Mais donc ça, faut-il le savoir. Bah c'est ça. Donc ça, et ce test, toi, tu l'as fait à Barcelone, mais il peut se faire en France ? Oui, il peut se faire en France. Alors, en France, c'est un peu branle-bas de combat parce qu'après, tu dois tout de suite envoyer ta biopsie par chronopost frigo dans un labo espagnol. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que la France fait la biopsie, mais ne l'analyse pas. Ne l'analyse pas. C'est quand même hyper hypocrite. Ah oui ? C'est fou. Oui. Donc, ils te disent, oui, on va vous faire une biopsie de l'endomètre. Par contre, après, on n'analyse pas les résultats ? Oui. Okay. Mais surtout, le fait Très que ce soit à intéressant. l'étranger, du coup, les médecins français ne savent pas tous que ça existe, tu vois. Les médecins qui sont très informés, très pointus, ils connaissent. Mais ceux qui sont pas très informés et très pointus, ils connaissent pas, tout simplement. Mais en attendant, tu as des patientes qui font je sais pas combien de tentatives, avec tout ce que veut dire une tentative en termes d'hormones, etc., pour rien. Donc, tu prends de la cortisone en comprimé ? Oui. D'accord. Je prends un tout petit comprimé le matin. Voilà. Ok. Et tu refais un transfert ? Je me suis dit, je suis plus à 1 mois près. Je veux avoir tous les résultats. Je ne me lance pas à corps perdu dans une nouvelle tentative sans avoir tous mes résultats. Et le temps d'avoir les résultats, etc., ça me prend 3 mois, tu vois, quand même. Ah ouais. Donc, je refais en fait une tentative 3 mois plus tard. D'accord. Donc, on est à quelle on est le 2 avril. On est le 2 avril 2019. Ouais, on est le 2 avril et on est le 2 avril 2019. Entre-temps, je me prépare aussi avec un psy, je me prépare avec une ostéo, je me prépare avec de l'acupuncture. Enfin, je fais tout, quoi. Tu vois. D'accord. En fait, mon unique objectif, c'est la réussite de cette tentative. Ok. Mais je ne fais que ça. Tu te prépares comme une sportive, exactement, en fait, presque. Comme je pense des marathoniens qui se préparent. Enfin voilà, tu vois. En fait, tu prépares ton corps et ton mental. Ouais. Ce sont des ovocytes et des spermatozoïdes encore d'une autre provenance ? Alors cette fois-ci, j'ai opté pour le don d'embryon. C'est-à-dire que je me suis dit que finalement, plutôt que de partir from scratch, pourquoi pas bénéficier d'embryons surnuméraires d'un couple ou d'une femme qui les aurait donnés. Alors c'est une démarche intellectuelle qui peut paraître très étrange. Généralement, les gens ne veulent pas bénéficier d'un don d'embryon. Moi, j'y ai vu que des avantages. C'est-à-dire, je me suis dit déjà, j'ai la certitude que les embryons sont de super qualité. Ouais. Ensuite, il y aura d'autres enfants qui auront le même patrimoine génétique que mon enfant ou mes enfants sur cette planète. Alors c'est sûr que ça peut paraître très bizarre. Je ne sais même pas dans quel pays. Mais moi, j'aime bien cette idée de redessiner la carte des liens familiaux. Et puis, je ne voyais pas du tout de drame. Je trouvais au contraire que c'était plutôt chouette comme aventure. Donc, j'ai opté. Et puis, il y avait un avantage financier aussi. C'est beaucoup moins cher. Ah oui. Voilà, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur financièrement parlant. Ok. Donc, voilà. Je passe par le don d'embryons. Donc, il y a 2 embryons qui m'attendent à Barcelone le 2 avril. D'accord. Et j'arrive à la clinique. Il fait assez beau, il fait assez chaud, comme en Méditerranée déjà début avril. Et je suis hyper zen. Et le transfert, ça dure 5 minutes, montre en main. C'est absolument pas douloureux. Tout le monde est extrêmement gentil avec moi. Voilà. Et voilà. Et je rentre assez vite à Paris. Tu sens qu'il se passe un truc ce jour-là ? En fait, je l'ai tellement fait
Ouais. que je peux pas te dire que oui, j'ai senti qu'il se passait un truc, parce que ça serait mentir. En revanche, je me suis sentie bien. Voilà, j'étais bien. Ouais. J'étais pas stressée, j'étais cool. J'avais prévenu personne. Je voulais plus parce que tout le monde s'inquiétait pour moi. Bah en fait. ouais, bien sûr. Donc c'était pour me protéger. C'était pas parce que je voulais en faire un secret d'État, mais je voulais plus commencer à dire alors tel jour j'y vais, attention, parce que sinon tout le monde a les dents serrées, à commencer par ma mère. Enfin bon, bref. Donc mes cousines, enfin tout le monde quoi. Donc ça sert à rien, ça stresse tout le monde. Je me suis dit je leur annoncerai une bonne nouvelle s'il y a une bonne nouvelle, et puis voilà. Ok. Et là, tu rentres à Paris, donc avec tes 2 embryons. Dans mon utérus, je Dans rentre, ton je reprends un utérus. avion, Ouais. j'attends tranquille, je mène ma vie, mais tranquille en fait. Petite vie, petit rythme. Et puis arrive le jour J pour faire la prise de sang. Donc 14 jours après. Je la fais au bout de 11 jours, parce que je sais qu'on peut déjà voir les résultats. Et en fait, ce jour-là, c'est un samedi matin, et bizarrement, moi qui suis toujours très matinale, je me fais violence pour me lever. Alors que moi, je me réveille naturellement toujours vers 6-7 heures. Et là, ce jour-là, je sais le samedi, il faut aller au labo avant 9 heures si on va avoir les résultats le jour même. Et donc, je me lève péniblement à 8h30, alors que le labo est à côté de chez moi. Je me lève péniblement, je rampe jusqu'au labo et je rentre chez moi et je me recouche et je me réveille à nouveau, il est 13h. Ce qui ne m'arrive jamais. Ouais. Mais en même temps, j'ai vécu tellement de montagnes russes émotionnelles, j'ai pris tellement d'hormones, tellement de tout, tellement de piqûres, que... En fait, ça me surprend pas, quoi. Et puis, en fait, quand je check les résultats, il est 14h. Et là, quand je vois le taux qui s'affiche, qui non seulement est supérieur à 0, mais en plus qui est très élevé, j'y crois pas. Et là, il est très élevé. C'est pas un petit taux, c'est un taux... C'est un taux de grossesse gémellaire, potentiellement. C'est potentiellement un taux de grossesse gémellaire. En fait, j'y pense même pas. Mais c'est drôle, rien que d'en parler, j'ai des frissons. J'y pense même pas à la grossesse gémellaire, parce que je me dis, ok, là, c'est un taux franc. Ouais. C'est pas un petit taux, je suis pas dans la demi-mesure. C'est et en ça. fait, je suis convaincue que là, c'est bon, quoi. Mais c'est j'y crois la pas. première fois. Ouais, c'est la tu première as un fois. taux Et élevé voilà. comme ça. Et je suis dans mon canapé et je ne veux plus bouger. Je me suis fossilisée dans le canapé. Et je me souviens, je me dis, bon, il faut que je prenne ma douche. Et là, je me dis, non, si je prends ma douche, ça va se décrocher. Enfin, bon, bref. Donc là, il faut bien que je prenne ma douche au bout d'un moment. Et pour aller aux toilettes, pareil, je me dépêche d'aller aux toilettes, je me dépêche de prendre ma douche. Ouais, Voilà. tu deviens très, très, très précautionneuse. Oui, mais surtout, j'ai très, très peur. Bah, J'ai forcément. peur que de faire une fausse couche, j'ai peur que ça se décroche, j'ai peur. Et puis, j'appelle la clinique, j'appelle les 2 gynécos, enfin, tout le monde est ravi, tout le monde me dit de contrôler 24 heures, 48 heures, 72 heures, enfin, tout le monde, voilà, tout le protocole. Ça évolue hyper bien, ça ne double pas en 48 heures, ça triple à chaque fois en 48 heures, voire plus même. Ouais. Donc, je me dis, oh. Et puis, je vais faire ma première échographie quelques jours plus tard pour savoir s'il n'y a pas une grossesse extra-utérine, parce que c'est aussi un des risques Bien de sûr. la PMA. Et là, on me dit, il y a 2 embryons qui se sont accrochés. Bon, voilà, et je suis hyper contente. Et là, je commence à être extrêmement malade, parce que je continue à m'injecter des hormones en parallèle. Il faut savoir que quand on fait une FIV, en fait, on continue tout le premier trimestre à prendre des hormones. D'accord. Moi, je pensais qu'on arrêtait. C'est jamais fini, quoi. Non, c'est jamais fini. Je continue les piqûres, etc., pour être sûre de ne pas faire de fausses couches. Et là, c'était... j'avais les cuisses bleues, le ventre bleu, enfin bref. Et en plus, tu avais les maux du début de grossesse. Oui. Donc, tu avais des grosses nausées, c'est ça? Ouais, j'étais très malade. Très malade. Alors que moi, j'ai une santé de fer. Donc, je suis jamais malade. Donc là, d'un seul coup, très rapidement, j'étais très malade. Et puis, très rapidement, je ne pouvais plus sortir de chez moi tellement j'étais malade. Ah ouais. Et donc, cette grossesse évolue comment? Et cette grossesse, alors déjà, je suis très malade. J'ai l'impression que je vais y laisser ma peau. Et puis, un jour, en faisant une échographie, parce qu'on est vraiment suivi. Moi, je faisais des échographies quasiment toutes les semaines. Hein. Ouais. Et là, le gynéco me dit, je suis désolée, aujourd'hui, il y a un sac gestationnel qui est vide. Donc voilà. Ouais. Alors, il faut savoir que c'est très, très fréquent. Hein. Ouais. J'étais sur le coup extrêmement déçue et en même temps, quelque part au fond de moi, assez soulagée. Et puis en fait, je m'en suis remis en 2 temps, 3 mouvements. Ouais. Je me suis dit, bon, bah voilà, c'est le destin, c'est comme ça.
Et j'avais peur pour l'autre embryon. J'avais peur qu'il s'arrête, évidemment. Bien sûr. Mais je sais pas pourquoi, j'avais la foi. J'avais peur et en même temps, j'avais confiance. Bon, et alors la suite? Et la suite, et d'un seul grossesse coup, à l'écho du premier trimestre, d'un seul coup, je me sens mieux. En 2 jours, tout ça s'arrête. C'est fou, hein. Ah là là, mais pourquoi on le dit pas aux femmes? Enfin, moi, j'avais entendu dire certaines copines, les nausées, le machin, mais j'avais pas compris qu'on pouvait être ultra malade. Comment font les femmes pour être aussi résilientes? Comment font-elles? Et en fait, je crois qu'on a une force, mais incroyable. Et en plus, on oublie. On oublie. C'est ça qu'on appelle l'hyperémèse gravidique. Hein. Donc l'hyperémèse gravidique, effectivement, elle peut durer, comme toi, seulement 1 trimestre, mais elle peut durer parfois aussi toute la grossesse. Et c'est ça, quoi. C'est des vomissements incontrôlables. Et c'est atroce. C'est atroce. Ah, mais c'est atroce. C'était pas possible de travailler. Donc c'est ça, tu t'es arrêtée de travailler? Ouais. D'accord. T'as annoncé à ton boulot que... Non, j'étais arrêtée. J'ai annoncé en bonne et due forme au bout du premier trimestre. D'accord, ok. Et alors au bout du premier trimestre, tout ça s'arrête? D'un seul coup, ça nausées s'arrêtent? En 2 jours, c'est fini. Ok. Et la suite de la grossesse s'est passée comment? Extrêmement bien. Extrêmement bien. Super grossesse. Super grossesse. Et alors, dis-moi, entre-temps, tu n'avais pas rencontré de nouveaux compagnons? Ah non. Non. Avec tout ça? Alors, sincèrement, je pense que j'aurais pu, mais volontairement, j'ai écarté toute possibilité. D'accord. Je voulais pas me disperser. Et Thomas, il avait quelle place dans ta vie? Thomas, à ce moment-là, on se voyait plus du tout. En fait, le jour où il m'a annoncé qu'il était hyper amoureux de notre femme, j'ai arrêté de répondre à ses messages. D'accord. Il a essayé par tous les moyens de me contacter. Je n'ai oui, jamais lui, il répondu. continuait à essayer de te contacter. Je pense qu'il s'est rendu compte aussi de ce qu'il me disait, mais il était trop tard. Donc toi, tu as vécu cette grossesse vraiment en solo? Alors, je l'ai vécu en solo, sauf que je suis quand même tombée sur Thomas dans la rue quand j'étais déjà enceinte, comme par hasard, parce que la vie est bien faite. J'étais enceinte de 3 mois et demi, donc voilà, j'avais déjà fait l'échographie du premier trimestre, je me sentais mieux, tout allait bien, j'avais une super mine, il faisait beau, enfin bref. Donc tu lui as annoncé? Il le savait déjà, il l'avait, je ne sais pas comment il l'avait appris, mais il l'avait appris par quelqu'un. Tiens, donc, il se renseignait. Ouais, sans doute. Et puis, alors là, il était complètement chamboulé. Il était chamboulé, voilà. Il était très ému de me voir enceinte. Ça l'attendrissait, ça le perturbait beaucoup. Il était désolé de ce qui s'était passé. Il regrettait. Et toi, tu te dis quoi à ce moment-là? T'es contente de la situation, malgré tout? Tu veux dire par rapport à lui? Ouais. Moi, je l'ai laissé à sa vie. Ouais, c'est ça. Tu vois? Ouais. Non, mais tu vois, je vais pas. J'avais pas ni de conseils ni de consignes à lui donner. Ok, donc là, comment ça se passe la suite? 2e trimestre, 3e trimestre? Hyper bien. Écoute, en fait, vraiment super grossesse. Ouais. J'étais hyper heureuse, j'avais une super mine. Et alors, qui t'a accompagnée amicalement, familialement pendant toute cette grossesse? Mes cousines, ma tante, ma famille, évidemment, tous mes amis. Il n'y a pas eu un jour où on ne m'a pas appelée. En fait, j'étais jamais seule. Ouais, très entourée. Jamais seule. Et toi qui avais tant attendu de vivre ça, de vivre une grossesse. Tu as aimé voir ton corps changer, sentir ton bébé bouger. Moi, j'ai adoré. Après, je peux comprendre qu'on n'aime pas. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Après, encore une fois, j'ai eu une belle grossesse. Sur ce coup-là, j'ai eu le bon numéro. Oui, écoute, à la fois, tout ce que tu avais vécu avant, tu méritais bien une partie avec de la chance. Ouais. Tu avais demandé le sexe de cet enfant? Non. Non? Ah, tu voulais que ce soit la surprise? Ouais. Donc l'avantage, c'est que pour le choix du prénom, tu étais seule à décider. Oui, exactement. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de débat pendant des heures. Est-ce que tu t'es préparée d'une certaine façon à cet accouchement comment tu l'envisageais, toi, le jour J? Alors, assez rapidement, on m'a dit que ça serait très probablement une césarienne. D'accord. Pour plein de raisons, notamment la pré-éclampsie, puisque plus tu avances en âge et avec un don et un double don, il y a un risque vraiment non négligeable de pré-éclampsie. Bon, voilà, tu vois, moi, ça me dérangeait pas. Je préfère... En fait, ça me rassurait presque. Ouais. Et en même temps, si ça venait naturellement, tu vois. À partir du moment où tout se passait bien, il se trouve que
On a un moment, comme tout se passait bien, et les grèves générales sont arrivées, les grèves de transport sont arrivées. Et là, j'ai senti qu'il valait mieux pas que j'accouche naturellement parce que c'était un tel bazar. Donc voilà, j'étais, je t'avoue, assez rassurée que ça soit... Une césarienne programmée, du coup? Oui, enfin, on l'a programmée la veille pour le lendemain, mais tu D'accord. vois... voilà, Ouais, j'aurais ouais, pas ouais. aimé avoir des contractions pendant 3 heures dans un taxi ou dans le métro. Bon, et alors, le jour J, qui Alors- était avec toi? Alors, surtout la veille. La veille, c'était un dimanche. On m'avait demandé de faire une dernière visite de contrôle. Et donc, j'y suis allée. C'était un dimanche en fin de journée. Et Thomas m'appelle pour savoir comment je me porte. Et je lui dis, bah, écoute, je suis à l'hôpital. Et il m'avait plusieurs fois sous-entendu qu'il serait prêt à m'accompagner. J'avais trouvé ça bizarre. Enfin, j'avais trouvé ça très décalé, tu vois. Ouais. Je m'étais dit, non, mais le mec m'a quand même planté parce qu'il voulait pas d'enfant. Et puis là, maintenant, il me propose de m'accompagner. Bon, et j'avoue que la veille, quand il m'a appelé en me disant... Enfin, il me l'a reproposé, mais d'une façon assez délicate. Et je lui ai dit, bah écoute, si jamais tu veux venir, c'est demain à 6h, en fait. Ah ouais, tu te décides comme ça. Il se trouve qu'il m'a appelé. Voilà, c'est comme ça, en fait. Et lui, il en était où, ta vie sentimentale? Il était toujours avec la nana? Il était toujours avec elle, ouais. Ok. À ce moment-là, À oui. ce moment-là, ouais. Et donc, le lendemain, à 6h, Je commande mon taxi et puis il se trouve que Thomas habitait juste à côté de chez moi. Et donc, il me retrouve en moto. Il pleuvait des cordes. Enfin, c'était même pas des cordes, c'était un déluge. Et je le vois dégoulinant sur sa moto. Et je voyais qu'il était tellement heureux qu'en fait, j'étais hyper contente de cette décision. Ça, je sais pas pourquoi. Enfin, c'était fou. c'est vrai que ça peut paraître très bizarre, mais voilà, j'ai l'impression que je savais qu'on se remettrait pas ensemble, mais j'avais l'impression que c'était notre histoire à nous, en fait. Mmh. C'est fou quand même qu'il ait été là ce jour-là. Bon, et donc, comment s'est passée cette rencontre Eh ben, écoute, avec ta fille? Alors, une césarienne, c'est particulier. Hein, d'un seul coup, hop, on vous injecte l'arachie-anesthésie. Donc là, je rentre dans le bloc. Ça se passe en 3 minutes, en fait. Mmh. Et puis, je m'allonge et là, j'entends « Faites rentrer le papa ». Bah oui. Et vous aviez pas précisé. Non. Et donc, j'ai juste eu le temps. J'ai dit non, mais c'est pas le papa. Ils ont dit mais on le fait rentrer. Et, enfin, je pense qu'ils m'ont même pas entendu, hein, d'ailleurs, parce qu'ils étaient tellement dans le rush que bon. Et puis je l'ai vu et en fait lui, il était derrière le drap et moi, je me souviens que j'ai dit plusieurs fois, j'ai dit faites attention s'il voit du sang, il va tomber dans les pommes. Non, j'étais encore en train de le protéger. Ouais. Donc il était à côté de toi dans la salle d'opération. Il était au bloc avec toi, à côté de toi. Ouais. Il était à côté. C'est lunaire. Non, il était à côté, mais c'était très beau en fait. Moi, T'étais contente qu'il soit là? Ouais, j'étais contente, mais ça passe très vite. Hein. Vraiment, ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Ça passe très, 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 très vite. Hein. Puis d'un seul coup, t'entends un cri très puissant. Et moi, ils m'ont montré mon bébé. Ils ont ouvert, elle était dans un petit linge. Ils ont ouvert, ils m'ont montré le bébé, le sexe, etc. Et tout de suite, ils l'ont emmené. T'étais heureuse que ce soit une fille? Ouais, mais j'aurais été très heureuse que ce soit un garçon, en fait. Ouais. Tu vois, je pense que j'étais heureuse de toute façon. Alors, quand on bénéficie comme ça d'un don de gamètes, double, là, en l'occurrence, j'imagine qu'on appréhende ou qu'on est très curieux de voir le visage de son bébé. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu avais pensé? Oui, bien sûr. Ouais. Et qu'est-ce que tu... En fait, justement, la bonne nouvelle, c'est que quand tu as un double don, tu ne t'attends à rien. Voilà, je m'attendais à rien et quand je l'ai vu, je l'ai trouvé, comme tout jeune parent, je l'ai trouvé magnifique. Peut-être que c'est moi qui fantasme, hein, mais je l'ai trouvée très déterminée déjà. Ouais. Mais je pense qu'elle avait un parcours de conception qui n'est pas anodin. Donc pour moi, c'est un bébé un peu warrior. Et je trouve qu'elle est comme ça maintenant. Est-ce que tu l'as reconnue comme ton enfant tout de suite, quand tu as croisé son regard? Écoute, j'ai surtout reconnu, je ne sais pas, mais je l'ai reniflé. Tu vois, ça oui, ce côté très animal. Ouais. Je l'ai tripoté, reniflé, caressé. C'est un moment fou, quoi. C'est un moment fou. Ça y est, quoi. C'est ça. Tous ces allers-retours, toutes ces histoires sentimentales, toute cette quête, tous ces zigzags, ça y est, quoi.
Elle est là. Elle est là, ouais. Et je la trouve toujours incroyable. Je pourrais passer des heures à la regarder. Enfin, d'ailleurs, je passe des heures à la regarder. Enfin, je crois que je suis d'une banalité affligeante quand je dis ça. Mais heureusement, mais c'est bien aussi d'être dans la banalité. Ouais, ça doit te faire du bien aussi. Et ce qui était très étrange, c'est que quand je suis rentrée chez moi, je voulais tout de suite un deuxième enfant. Ah ouais? Donc ça peut paraître fou parce que tu vois, tu viens d'accoucher et tout de suite tu penses à un deuxième. Ouais. Et je me souviens, mes amis me disaient, mais ça t'a pas suffi tout ça? Et j'avais tout de suite ce fantasme de constituer comme je dis dans mon livre, mon petit camping-car. Ouais, c'est ça. Et je veux toujours un deuxième enfant. Bon, maintenant, j'avoue que là, je me dis, alors même si je suis pressée par le temps parce que j'ai 42 ans, mais on va attendre un tout petit peu. Donc aujourd'hui, Georgia a quel âge exactement? Elle a 9 mois. Elle a 9 mois, c'est ça. Est-ce que tu l'as allaitée? Non, je ne l'ai pas allaitée. Non. J'aurais D'accord. voulu. Je l'ai allaitée quelques jours. Et en fait, très vite, j'ai senti que ce n'était pas pour moi. D'accord. Mais j'aurais adoré que ça marche. Et bon, voilà. Et comment se sont passés tes premiers pas de maman? Franchement, hyper bien. Hyper bien. Pour le coup, on s'est apprivoisés l'une et l'autre très bien, quoi. Tu vois, j'ai pas trouvé ça difficile. Je trouve toujours pas ça difficile. Hein. Je trouve ça merveilleux. Je trouve ça très impliquant. J'ai évidemment complètement changé de vie. En quoi elle a changé ta vie? J'ai beaucoup moins de liberté. Enfin, tu Ah vois, bah comme tout jeune parent. C'est-à-dire, je peux pas faire ce que je veux quand je veux, quoi. Et Thomas, donc il était avec toi quand on t'a ramené ta fille après le bloc. Et il s'est comporté comment après? Comme d'habitude, très ému, très bouleversé. Ouais. Et après, il est resté présent dans ta vie? Ouais, on s'est pas mal vus. Et puis, il a été super. Il a été très présent et très, très attentionné. Maintenant, assez vite, moi, je me suis dit qu'il fallait que je construise ma vie avec Georgia. Ouais. Et qu'il n'y avait pas d'histoire de beau-père par substitution. Enfin, voilà, je trouvais que... Justement, c'était très beau comme ça. Et donc, tu as écrit ce livre pendant ton congé mat, c'est ça? J'ai écrit ce livre quand j'étais enceinte. Je l'ai écrit pendant le dernier trimestre de ma grossesse. D'accord. Il se trouve que j'ai eu la proposition de plusieurs maisons d'édition le jour de la naissance de ma fille, le 9 décembre. Oh là là. Donc, en fait, je pense qu'il y a des dates qui sont des dates très particulières. C'est fou. Aujourd'hui, Georgia a 9 mois. Ton livre a quelques semaines. Je pense qu'il est déjà promis un bel avenir. Donc, en tout cas, bravo d'avoir raconté tout ça. Déjà d'avoir écrit ce livre, parce que je pense que c'est une vraie mine d'informations, au-delà d'être une très belle histoire de vie, une très belle histoire de femme. C'est précieux, je pense, comme source. En fait, moi j'ai essayé de transmettre au maximum. C'était mon objectif. Hein. Ouais. C'était un désir de transmission. Évidemment, de transmission d'infos, on va dire médicales. Donc transmettre ça, mais aussi transmettre le fait qu'on peut faire famille un peu différemment. Je pense que tout le monde a sa place au soleil. On n'est pas obligé de faire dans l'ordre dans lequel on nous a légué l'histoire d'une famille. C'est très inspirant. Je suis sûre que ça va faire beaucoup de bien à beaucoup de femmes. Ton histoire va être, elle va sûrement être d'une grande aide. Je suis très fière et très honorée qu'elle fasse partie maintenant de toutes ces histoires de la collection Bliss Stories. C'est grâce à toi qu'elle va être réceptionnée. Alors merci à toi. Merci. Et belle vie à vous deux. Merci. Georgia, embrasse Georgia. Salut Audrey, merci beaucoup. Merci. Ciao. Voilà, c'est la fin de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu et vous aura fait découvrir les coulisses incroyables du parcours d'Audrey, la combattante, que je remercie encore infiniment d'être venue pour me raconter tout ça. Vous l'aurez compris, je ne saurais que trop vous recommander de vous procurer son livre, le très addictif Aller-retour pour un bébé, qui est dispo dans toutes les bonnes librairies. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la chaîne YouTube de Bliss, qui est le complément parfait à toutes ces belles histoires. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et puis bien sûr, long live the bliss. Just keep on smiling.